Bienvenue au Horizon Podcast. Je suis présentement avec Soudé, qui est une artiste scientifique, Moi, je me positionne inversement. Inversement. Je me sens plus scientifique, ouais. passionnée par peut-être l'art ou la littérature. Mais je me mets dans le cas scientifique. Il n'y a rien de mal à ça. Parce qu'il faut contrebalancer science avec quelque chose. Fait que je pense que la meilleure chose pour le contrebalancer, c'est l'art, probablement. Il y a un côté cartésien dans la science versus le côté un peu abstrait de l'art qui vient compenser puis qui permet d'avoir Sinon, ma un bel vie était équilibre. très dure. Ouais. Mais merci d'être au podcast. Merci. Merci à toi. On commencera pas officiellement où c'est qu'on dit bienvenue à l'émission. Cette semaine, nous avons peut-être Give Peace a Chance ou peut-être un... Hein? Si j'écris... Parce que je peux écrire quelque chose avec... Écris. Qu'est-ce que tu peux écrire? Tu veux-tu écrire quelque chose? Non. Non? Peut-être un bonhomme sourire. Have a nice day. Ou un symbole américain de paix, tu sais. Oui, ça, je suis d'accord. Avec la paix. Est-ce que c'est les Américains qui ont inventé le symbole des hippies, là, tu sais, ça, là? Je sais pas. Non? Ben, tu vois, c'est une bonne façon de commencer un podcast, c'est d'aller voir c'est le symbole de paix. Sinon, tu dessines une feuille d'olive. Ah ouais? C'est symbole de paix grec. Ah, l'oiseau? Ou dans le fond, ouais, l'oiseau avec le... La feuille de olive. Mon père, ma mère, je n'étais pas encore né. Puis eux sont déménagés à Ottawa. Mon père, fallait qu'il travaille à une station de radio parce que lui, il avait étudié pour être un journaliste. Mm-hmm. C'est ça, ils sont déménagés à Ottawa, Gatineau, je crois bien. Mais quand ma mère elle allait accoucher de moi, ben ils ont dû franchir juste la rivière pour aller l'autre côté, mais c'était en Ontario. Mm-hmm. Fait que dans le fond, techniquement, je suis né au Canada, ben, à l'extérieur du Québec. Fait que dans le fond, j'ai passé 2 ans à Gatineau, mais tu sais, c'est ça. Donc, je suis né à Ottawa, mais Ottawa ontarien, mais on habitait Ottawa québécois. Là. Mais tu réfléchis en anglais ou en français? Parce que quand quelque chose, ça te choque, tu... Ah, je veux dire, oh my God, je veux dire... Ouais, tu dis des trucs en anglais. Des fois, je pense en anglais, j'avoue. Ouais. Je sais pas si c'est troublant, ça, d'avoir cette façon de penser-là, où c'est qu'on réfléchit dans une autre langue. Moi, je fais pareil. Ouais. Mais par contre, pour les gros mots, je n'ose pas de le dire en persan. Ah ouais. Je le dis en français, ça, je le sens moins. Je le sens moins grave. Ah ouais, c'est moins grave en français. En persan, est-ce qu'il y a un message religieux derrière ça ou est-ce que c'est... Non, c'est plus de connotation sexuelle. OK, c'est sexuel. OK. Ouais, ici, c'est principalement vraiment religieux, là. Les jurons québécois, c'est vraiment influencé de la Révolution tranquille des années 50 jusqu'à 50, 70, 80, jusqu'à René Lévesque, dans le fond, jusqu'à temps que ça se concrétise, le rêve des Québécois d'avoir leur culture, puis d'avoir un pouvoir sur leur destin, dans le fond. Donc, ouais, c'est ça, les jurons, c'était vraiment contre la religion, c'était les tabarnaks, qui veut dire le tabernacle, qui est la boîte où on met les hosties. Nous autres, c'est esti, ciboire, c'est le juron, c'est les jurons, c'est le joual québécois. Là, En même temps, c'est poli. Ouais, c'est poli, mais imagine dans les années 50 quand t'es certain que tu vas te faire foudroyer parce que t'as dit quelque chose contre l'Église ou contre les symboles religieux. Là. Même moi, quand j'étais jeune, j'avais peur de me faire foudroyer. Tu sais, j'ai une base chrétienne. Moi, j'allais à l'église quand j'étais petit. J'ai été la catéchèse à l'école où c'est qu'on m'inculquait une façon de penser qui était vraiment basée sur la religion chrétienne puis l'église. Puis jusqu'à l'adolescence, j'étais comme, faut que j'arrête de dire esti puis tabarnak parce qu'à un moment donné, je vais me faire... Comme Dieu va me tuer, là, va me lancer un éclair. Là. Mais t'étais obligé d'aller dans ce cours-là? Ou c'était volonté? Je crois qu'il y avait un cours que j'aurais pu prendre qui était la morale, qui était quelque chose qui était une alternative au cours de catéchèse chrétienne.
Mais moi, mon upbringing, quand j'ai grandi, c'était ça. C'était la religion, là. Le dimanche de Pâques, là, quand c'était Pâques pour les chrétiens, là, c'était le film de Jésus qu'il fallait écouter, là. Puis le film, il était bon aussi, là. Ça fait pas si longtemps que ça. Ben non, ça fait... Ben là, je vais peut-être trahir mon âge, là, mais je veux dire, il y a une trentaine d'années, ou ben plus que ça, il y a 40 ans de ça, 40 quelques années, c'était le film de Jésus, le dimanche de Pâques, qu'on écoutait. Puis ce film-là, il durait longtemps parce qu'à l'époque, t'avais les publicités. Fait que le film était déjà plus que 3 heures, je pense. Tu te levais le matin, t'écoutais le film, puis rendu à 2 heures de l'après-midi, c'était encore le film de Jésus qui jouait. Puis je pense même qu'il rejouait le lendemain, là. Faudrait que je vérifie, là. On peut, juste pour s'amuser, on peut regarder, là, mais... Ça me rassure, j'ai pas eu une enfance plus pourrie que toi. C'est à quoi ça ressemblait, toi? Est-ce que tu avais ce type de situation-là, est-ce qu'il y avait des films... Bon, en fait, c'était un petit peu propagande partout. Okay. En plus, ça veut dire... Je suis née... peut-être quelques mois après la guerre, mais c'est comme avant que j'aille à l'école, je sentais pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais à l'école, comme à l'âge de 8-9 ans, j'ai senti c'est comme il y avait des différentes versions à la maison, qui n'étaient pas pareilles que la version à l'école. Donc, tu commences à confronter des problèmes et tu te poses la question qui a raison. Mais c'était beaucoup de propagande religieuse. Mais quand tu voyais ça, ces différences-là entre à l'école versus qu'est-ce qui était enseigné chez toi, est-ce que c'est à ce moment-là que tu as comme vu qu'il y avait comme une discordance par rapport au gouvernement qui était maintenant en place versus... Oui, ouais. Et je préférais la version à la maison parce que c'était beaucoup plus cool, beaucoup plus soft. Ouais. Donc c'est comme il y avait déjà un gap. C'est comme des choses qui, des fois, ils nous racontaient à l'école. C'était vraiment, je pense, horrible. Ça veut dire, pour dire ça à un enfant. Ouais. Quand t'as 8-9 ans, t'es toujours encore un enfant. Ouais. Mais c'est comme ils racontaient des trucs, si tu caches pas tes cheveux, le jour de jugement dernier, ils vont te pendre par tes cheveux, des trucs comme ça. Et je commençais à avoir des cauchemars, parce que si tu répètes ça à un enfant, c'est... Et à un moment donné, mon père était fâché, il était allé à l'école, il a dit, c'est quoi les conneries que vous racontez aux enfants? Moi, c'était très calme, là, ce qu'on nous enseignait dans le cours de catéchisme. Là, c'était beaucoup... il y avait souvent des chansons. Je me souviens qu'il y avait le livre là, avec des prières, puis il fallait lire ça. Puis au secondaire, début secondaire, secondaire 1, probablement, c'était une des dernières années que j'ai pris ce cours-là. Puis c'était beaucoup d'écrire. Puis il nous dictait des choses que le Christ avait faites, puis il fallait les écrire dans le cahier, puis les répéter, puis c'était assez... c'était pas mon cours préféré. C'était... Je peux imaginer. Il y a beaucoup... Il y a un conservatisme religieux. Toutes les religieux sont assez conservateurs. Hein. Moi, ça me fascine de voir des religieux qui sont un petit peu progressifs, puis qui ont pas peur de l'humilité puis vraiment de transparence. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'il y a des vocations religieuses qui sont plus impressionnantes ou importantes que d'autres. Je sais pas, peut-être comment il s'appelle, le tibétain, là. Oui, le truc de Bouddha. Le Bouddha, ouais, lui est... Mais je sais pas, quand tu entres au fond du sujet, est-ce que tu le vois de même manière? Je sais pas, hein? Ce que tu vois, c'est la version un petit peu déguisée, proche, comme dit, propre de la chose. Mais c'est possible que si tu entres en profondeur là-dedans, il n'est pas si... Ben, c'est radical, eux autres. Le Dalai Lama, puis les Tibétains, les moines tibétains, eux autres, ils passent leur journée entière à prier, puis à être en position de prosterner devant leur Dieu ou leur idéal religieux. Là. Peut-être qu'il embête moins les autres, mais je pense pas que tu peux dire qu'il n'y a pas une manipulation derrière. Parce que si tu laisses ta vie juste pour aller prier quelque part. Comment tu fais pour choisir ça, une vocation religieuse? Comment tu fais pour choisir de donner ta vie à une croyance? Puis je sais pas. Moi, je peux pas te répondre, mais peut-être des fois, il y a des gaps dans la vie des gens. C'est comme ils cherchent quelque chose, mais ils le trouvent pas. Puis toi, ta religion, dans le fond, c'est la science. C'est quand que tu as trouvé... Non, j'ai pas de religion. C'est dangereux. Mais OK, excuse-moi, je me répète, mais
pas ta religion, mais ta croyance ou ta vocation ou ta compréhension intellectuelle, toi, c'est la science qui rejoint davantage toi, tes valeurs intérieures? Non. Je Non? pense que c'est mon C'est l'art? passion. En fait, la science aussi, je pense ça veut dire si tu suis juste ça et tu vois pas qu'est-ce qui se passe autour, pour moi, ça, c'est dangereux aussi. Je pense qu'il faut garder un équilibre. Et je pense que la formation scientifique, ça veut dire, à ton actuel, il te fait de manière que tu vois que ça. On apprend des trucs techniques, on apprend des bases scientifiques, mais ça manque de recul peut-être social ou recul, je sais pas, artistique ou je sais pas. Avoir une vision des autres points de vue. Comment tu fais pour avoir une balance d'abord? Comme moi, quand je travaille trop, j'arrive chez moi, puis je veux jouer de la guitare. Je veux avoir une sensation de bien-être comme si mon cerveau pouvait juste faire le vide, puis être bien, puis réfléchir à des concepts qui sont davantage comme musicaux ou artistiques ou abstraits pour que j'aille pas constamment à focusser sur la technique, puis l'application d'une connaissance sur un thème ou une situation. En fait, pour moi, c'est plus, je pense, la musique. Mais j'adore la littérature aussi. Oui. Et, en fait, je pense que je peux dire que je suis chanceuse parce que quand j'ai fini l'école, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire. Donc, j'ai touché à plein de domaines différents. Je suis arrivée un petit peu plus tard à la destination, mais sauf que j'ai développé des autres intérêts. Et je pense que ça m'aide à pas avoir juste un seul point de vue, avoir un petit peu recul par rapport à ça. Je pense que c'est important. C'est l'équilibre. Dans le fond, est-ce que tu savais comme moi, je l'ai jamais su que je cherchais un équilibre, mais je savais à quelque part en dedans de moi, je savais que c'était un équilibre que je cherchais. Non, je cherchais pas vraiment un équilibre. Non. Mais c'est comme je sais que quand je fais, par exemple, 24 heures sur 24, des trucs scientifiques, je vois que je suis pas heureuse, donc j'ai besoin de quelque chose d'autre à côté. Par exemple, quand je joue la musique, c'est le moment que, comme par exemple mes expériences, ça marchait pas, j'ai amené mon instrument en musique au labo. Et quand ça marchait pas, que j'étais déçue, je tapais dessus et je me vidais. Mais ça, aussi, ça m'a donné la possibilité de rencontrer des autres personnes qui sont pas forcément dans le domaine scientifique, avoir leur point de vue pour voir comment ils pensent, comment ils voient la science aussi. Je pense que c'est important aussi. Mais pas les athéistes, je veux pas dire. Ben, dans le fond, est-ce que tu es agnostique ou athéiste? Comment tu te. Comment est-ce que tu te vois? Je me pose pas de point de vue. Hey, tu vois, je reviens à me faire foudroyer par Dieu, mais j'ai comme même encore peur de dire que je suis agnostique puis que je crois pas à la religion chrétienne. Puis j'ai souvent des discussions avec une amie qui elle, est davantage religieuse, puis on s'entend bien là-dessus, mais moi, je me vois vraiment plus agnostique. Je sais qu'il y a quelque chose qui est dans l'univers qui est beaucoup plus puissant que notre intellect humain, mais je veux pas donner un nom à cette entité-là ou cette réalité-là. De prétendre que c'est une entité qui existe, que je suis capable de dire que c'est un homme barbu qui connaît tout, c'est comme non. Si jamais Dieu existe, puis c'est une personne ou une entité, c'est probablement plus proche d'une femme, moi, j'ai l'impression. Oui, parce que dans les cultures anciennes, c'était toujours des femmes qui étaient déesses. Oui, possible. Oui. Ben, je veux dire, la Terre, ça nous nourrit. C'est une entité vivante quasiment. C'est un organisme quasiment, la planète. Je veux dire, ça nous nourrit avec les arbres, avec les animaux, puis avec l'écosystème. Puis, je veux dire, ça donne naissance à des choses. C'est plus proche d'une femme, je trouve, qu'un homme. Mais en tout cas, ça, c'est mon opinion, là, puis ça va varier. Là. Tu vas mettre les hommes sur ton nom. Ouais, hein? Tout le monde va me détester maintenant. C'est quoi? Ouais, faudrait que je lise un peu plus sur ça, les anciennes religions. C'est que la femme était plus centrale. Mais je pense dans beaucoup de religions, par exemple, le soleil qui avait le rôle central. Probablement que c'est le soleil, moi, je trouve qu'il est Dieu. C'est comme dans les religions comme mitraïsme ou des trucs comme ça. C'est le soleil qui était le centre de Ça, c'est quoi cette religion-là? Mitraïsme. Culte de Mitra. En fait, c'est marqué Mère Parastée. Et mère, il y a deux significations. Ça veut dire gentillesse et amour un petit peu dedans. Et ça veut dire soleil aussi.
Quel mot qui veut dire soleil, excuse-moi? Mer. Mais ça a été pratiqué, comme là, ça mentionne sur Google, ça a été pratiqué par les Romains, mais dans le fond, ça mentionne les Perses aussi, fait que... Oui, mais wow. en Iran, il existe au sud de l'Iran encore des installations de cette façon de penser. Ah ouais. En fait, je sais pas est-ce qu'ils étaient monothéistes et ils donnaient une importance au soleil ou ils croyaient que le soleil ça veut dire qui est leur dieu. Ben honnêtement, c'est ça. Si tu y penses, ben, je veux dire, le soleil, il est là, on le voit, c'est lui qui envoie la chaleur, c'est lui qui permet aux arbres de pousser, c'est probablement lui qui est le plus proche de Dieu, là. Puis il y a un comédien des États-Unis, je sais pas si tu connais George Carlin, l'humoriste américain, mais lui, c'était un peu un genre de prophète grec ou un philosophe grec, là, quand il est décédé, il y a peut-être une dizaine d'années de ça, il commençait à avoir un look un peu philosophe grec, puis lui, ce qu'il disait justement, c'est comme, moi, les dieux, je comprends pas, là, s'il y a vraiment un dieu, quelque chose qui se rapproche de Dieu, moi, c'est le soleil, moi, je prie au soleil. je vais te montrer George Carlin, vraiment, là, si tu veux découvrir un humoriste là, qui est progressif, puis qui a vraiment surtout dans ces dernières années. Quand il était dans les années 60-70, il était un petit peu psychédélique puis drogué, là, fait que c'était peut-être moins intéressant, mais dans ces dernières années, là, George Carlin, ça a été tout un... Mais c'était vraiment un penseur. À la fin, dans ces dernières années, là, ça a été vraiment un penseur. Puis en fait, lui, vraiment, là, beaucoup de gens s'appuient sur ce qu'il a dit dans ses derniers shows, dans ses 3 derniers shows surtout, là, a vraiment une vision très crue du gouvernement américain, puis de tout la guerre, le racisme. Lui, il était vraiment... c'était un penseur. Il a vraiment une belle évolution de son humour. Comme je mentionnais tantôt, c'est qu'au départ, il était davantage un peu avec les drogues, puis très urbain quasiment. Je connais pas beaucoup ses débuts. Des fois, j'essaie d'écouter, puis je comprends moins ce qu'il faisait au début que vers la fin de ses jours. Puis vraiment, lui, c'est une influence là, pour beaucoup de monde. George Carlin, ça vaut vraiment la peine de le découvrir. Fait que lui, dans le fond, son propos, dans un de ses derniers spectacles, c'était ça, il mentionnait, c'est la joke, c'est que lui... I worship the sun, tu sais, mon Dieu, c'est le soleil. Je vais aller voir ça, en tout cas, le mitraïsme, je connaissais pas. Je sais qu'il y avait, c'était le Zoroastrien. Exact, merci. Oui. Ça, c'est une religion. C'est une religion monothéiste et ils ont 3 paliers dans leur pensée. Bonne parole, bonne pensée, bonne action. C'est comme ces paliers essentiels de leur religion. On va aller voir. Google, Dieu Google, tu vas nous le dire. En fait, c'est le symbole de Farvahar, ce qu'on voit ici. Je ne le connais pas trop en détail non plus, mais il définissait le monde en 2 axes. Axe de bienfaisant. Bienfaisance, ouais. Et l'axe du mal, un petit peu. Ah, OK. C'est comme Ahura qui est l'axe de bienfaisant et Ahriman qui est équivalent de diable. Et ça a sûrement influencé. C'est quoi la date de zoroastrianisme? Ça a sûrement même été précurseur à la religion chrétienne, ça? C'est encore plus ancien que... Ça a influencé beaucoup la culture iranienne. Ça veut dire vraiment tu peux trouver plein de symboles de ça dans la culture actuelle. Ah oui, des influences de cette époque-là, de cette religion-là, ouais. C'est comme par exemple, avant l'arrivée de printemps, notre fête de nouvelle année Nowruz, c'est comme un personnage avec visage noir qui présente arrivée de printemps. Et c'était la personne qui était responsable de garder le feu sacré allumé. Donc, c'est comme quand une année passe et cette nouvelle année commence, lui, il sort de la place où il est responsable de garder le feu sacré pour annoncer l'arrivée de printemps. Okay, pour ça, il a un visage noir. Ah. Et des fois, les gens qui ne connaissent pas la culture iranienne, ils le prennent comme un démon ou un... Oui, un ouais. Oui. Mais c'est pas du tout ça, en fait. C'est un personnage, on peut dire, semi-sacré qui sort du froid, de l'hiver, Oui, et c'est lui qui était responsable de garder le feu sacré. Maintenant, quand tu passes dans leurs endroits sacrés, ça fait depuis des années qu'il est allumé. Donc, il y a une personne qui est responsable de le garder.
Ah oui, comme... Oui, même ça existe maintenant. Quand tu passes dans leur milieu sacré, il y a toujours un feu allumé qu'ils disent que depuis longtemps qui est là. Ah ouais, le feu est toujours alimenté. Oui. Ah wow, c'est intéressant. C'est un des éléments sacrés de leur religion. En fait, je pense que si tu regardes toutes les religions primitives, ils avaient 4 éléments essentiels que c'était leur élément sacré. L'eau, le soleil, le feu et du vent. Bon, les Grecs, c'était ça. Je veux dire, dans toutes les cultures primitives, ces 4 éléments-là, c'est super important. Puis tu vois, une affaire qui est vraiment fascinante, c'est que les 4 éléments, là, ça, ils ont intégré ça dans la chimie, dans le fond, au départ, quand que les gens ne connaissaient pas l'univers est fait de quoi, les 92 éléments. Tu sais, c'était ça, à la base, c'était le point de départ, c'était le feu, l'eau, la terre, puis l'air, ou... Non, même pas l'air. Le vent. Le vent. Oui. Mais c'est fascinant parce que les gens, je sais pas si c'était instinctivement, avaient une impression que l'univers avait des secrets qu'il fallait déceler à travers un concept de science qu'on n'avait pas encore pensé. Là. Mais il y avait cet instinct-là. Ben, les Grecs, dans le fond, oui, c'était... En fait, c'était 4 éléments qui influençaient beaucoup leur vie aussi, donc. Ben, je pense qu'ils savaient que le mercure, c'était un... Mais ils ne savaient pas que c'était un élément de base, puis ils ne savaient pas que c'était un élément qui ne pouvait pas être détruit par des méthodes de... Mais je pense que ça arrivait beaucoup après. Oui, c'est certain, oui. Parce que quand ils ont découvert que le feu, c'était pas un élément, puis c'était en fait de l'énergie pure, ça a ouvert des nouvelles portes, puis suite à la Révolution française, avec toutes les découvertes qui ont été faites avec Lavoisier, puis tous les mouvements de découvertes scientifiques. En tout cas, j'ai écouté beaucoup de documentaires sur la chimie, vu mon emploi présent, puis j'ai voulu m'informer, savoir un peu dans quoi je travaille, dans le domaine où c'est qu'il y a beaucoup de chimistes, puis j'ai écouté des documentaires sur... l'histoire de la chimie, puis justement ça, les alchimistes, leur rationnel ou leur mentalité un peu ancienne des 4 éléments grecs, dans le fond, pendant longtemps, ils ont cru que ce que les Grecs avaient proposé, c'était indéniable que c'était ça, les éléments de la vie. Mais leur effort aussi était pour transférer le fer en or. C'était la quête. La quête, c'était la cupidité humaine de vouloir faire de l'argent puis de vouloir être riche. Il y avait 2 choses. Trouver la remède pour avoir une vie éternelle et transférer l'or trouver le une fer. façon de faire de l'or. Oui, c'est ça. Ça, c'était excusez-moi l'anglicisme, mais c'était Philosopher's Stone, dans le fond. Si je me trompe pas, le terme pour dire qu'ils voulaient la vie éternelle, c'était la quête des alchimistes d'aller chercher le Philosopher's Stone, là, si je me souviens bien. Là. Ah, vous dites stone parce qu'en persan, c'est l'eau. C'est l'eau de vie. Ouais, une substance légendaire alchimique capable de changer les métals et le mercure, comme le mercure en or ou en argent. Bon, non, c'est pas la même chose, donc peut-être qu'il y a une différence. Là, il faudrait vérifier un peu plus. Donc, c'est ça. Toi, c'est de l'eau, tu me disais? En fait, l'eau de vie. C'est comme si tu le bois, tu vas avoir une vie éternelle. Mais je pense que c'était deux motivations essentielles qu'il y avait. Ouais. Et le mot est très proche du mot persan, le mot alchimie. Parce qu'en persan, on appelle kimia. Ça vient de là? Je pense. Il faudrait regarder l'étymologie du mot. Mais je pense, après, il était probablement transféré en arabe. Ça devenait peut-être alchimia. Et après, ça est devenu alchimie. Oui, c'est alchimia. Moi, alchimie viendrait de l'arabe. Alchimia. Oui, mais alchimia, ça vient du mot kimia. Et qui kimia, c'est dans mon persan. Google, c'est peut-être se trompe. Moi, je te ferais plus confiance à toi. Là. Non, je sais pas. Venant lui-même du grec ancien, koumia. Kémia. Mais c'est possible aussi parce que les Grecs et les Perses, ils avaient beaucoup d'échanges. Ouais. Donc, c'est possible que c'est nous qu'on l'a pris d'eux aussi. Je ne vais pas mettre mes amis grecs sur mon dos. Tu leur demanderas la prochaine fois, tu vas leur parler. C'est quoi l'erreur que j'ai faite l'autre jour? J'ai mentionné à l'autre invité de l'épisode 17, je pensais que le chiffre, pas le chiffre 0, mais le concept 0 était un concept qui avait été apporté par l'Inde. Puis finalement, quand on avait vérifié, ça provenait en fait de... La première apparition du 0 en Mésopotamie semble remonter au 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc c'est pas indien, c'est proche de l'Irak. Ouais, c'est ça. Mésopotamie, ouais.
Puis... C'est dans la région Irak actuelle. Ouais, 3e siècle avant Jésus-Christ. Peut-être qu'eux, dans le fond, c'est de la grosse propagande américaine, occidentale aussi, qui veulent pas mentionner qu'il y a une... Non, je blâmerai pas les British. Ouais, je vais arrêter de blâmer les Américains pour tout. Là, tu me disais tantôt, il faut que j'arrête de blâmer le monde, là, puis il faut pas blâmer les gens, puis il faut être constructif dans nos critiques, puis... Non, je dis on doit prendre des choses, à la place de blâmer, on prend des choses à la main et on va régler les problèmes. Ben, on fait ça, parce que humainement, biologiquement, je veux dire, c'est plus facile de blâmer quelqu'un que de faire de l'introspection, puis de se regarder, puis de vouloir s'améliorer. Là. Oui, sauf que ça ne règle pas notre problème. Exact. C'est la solution un petit peu plus paresseuse, de dire que c'est la faute des autres. Oui, je suis d'accord avec toi. Je préfère aussi dire que c'est la faute des autres, mais ça ne change pas ma vie, donc. J'ai compris que c'est moi qui dois le faire. Ouais. Ben, c'est difficile d'avoir cette philosophie de vie-là, hein, parce que... Non, c'est l'expérience de vie que tu montres. Ouais. Il n'y a rien qui tombe du ciel. Si tu veux quelque chose, tu dois aller l'obtenir, non? Ouais. Ben, c'est pas... Non, mais je veux dire, c'est pas facile. Même moi, je suis coupable encore à mon âge de vouloir couper les coins ronds puis de pas me forcer au maximum de ce que je pourrais faire. Mais en général, je suis assez consistant puis assez... je fais ce que j'ai à faire puis je suis motivé, mais... tu sais, quand il y a la fatigue qui rentre en compte ou quand on a faim ou quand on a vécu quelque chose, instinctivement, on est comme... On se calme, puis on est un peu moins... Mais je pense que c'est normal quand, dans certaines périodes de notre vie, on va avoir ce sentiment-là. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut fermer la porte et passer à l'autre chose. Tu sais, comme à l'école, on parlait de l'école tantôt, mais admettons, pour bien apprendre puis bien absorber l'information, il devrait avoir vraiment une façon de faire qui permet d'arriver à ce niveau-là que notre cerveau ou notre corps est capable d'absorber de l'information puis qu'on a envie d'apprendre. Mais anyway. Je sais pas, moi, j'ai pas de bons souvenirs de mon école primaire. Non, moi non plus. J'ai pas aimé le primaire. J'étais tout petit, je me faisais taper dessus par les autres, puis j'ai vraiment pas aimé, moi, cette expérience-là. Moi, j'étais tout petite, mais C'est toi qui tapais sur le monde? Non. J'étais pour la négociation. Ah ouais, toi, t'étais négociation. Non, ça m'étonne parce que normalement, j'entends le feedback des gens qui sont plus petites ou plus grands que moyenne. Ils avaient des moments difficiles à l'école. Mais moi, étrangement, j'ai pas ce souvenir-là. J'étais quand même bien. Par contre, j'étais pas un élève super calme. Ah ouais, tu causais des problèmes? Avant le lycée ou avant école secondaire, j'étais assez catastrophique. Ah, pour vrai? Moi, mais je le faisais de façon propre. C'est comme toujours, c'est des autres élèves qui étaient piégés. Ah ouais? Et à un moment donné, je devais aller réclamer que c'est moi. Je pense que ça m'a permis d'être normale. Je pense que les écoles, je sais pas ici, j'ai jamais fait l'école ici, mais il y a beaucoup de cadres. Donc, ça toute ton créativité, toute ton pensée, peut-être. Parce que quand tu es jeune, tu penses un petit peu différent de ce que la société t'injecte. Ouais. Je pense que toutes ces conneries-là, au moins, ça m'a permis de ne pas avoir une façon de voir des choses de façon super classique. Excusez-moi l'anglicisme, think outside the box. Oui, un petit peu ça. Ouais. Mais j'ai toujours été différent, toujours été intéressé par l'art, intéressé par pourquoi on me disait « apprends ces mots-là, apprends ça ». Mais on dirait que moi, je devais faire une connexion intellectuelle pour être en mesure de l'apprendre. Parce que si on me disait d'apprendre ce mot-là, instinctivement, je voulais rebeller contre quelqu'un qui me dit que je devais l'apprendre. Je devais savoir pourquoi je devais l'apprendre. L'important, je pense que c'est vraiment l'accès à l'éducation, puis une bonne façon de s'éduquer aussi. C'est pas juste de donner accès à une éducation, mais c'est de montrer l'importance, puis de montrer... Je pense que ce qui est surtout actuellement, parce qu'on a énormément accès à l'information. Donc, je pense que c'est pas utile de juste donner l'information aux élèves ou aux étudiants. Je pense qu'il faut l'apprendre comment réfléchir, comment utiliser cette information-là, comment lire un petit peu entre les lignes. Ça, je pense maintenant à temps actuel, parce que n'importe quelle information que tu veux, tu peux trouver sur le net. Après, c'est à toi de juger quelle information est correcte, quelle information n'est pas correcte. C'est-à-dire, ce que je pense à temps actuel, il faut qu'on
les élèves apprennent, c'est trier l'information, une façon méthodique ou de penser pour voir quelle information pourrait être vraie, quelle information ça pourrait pas être vrai. Oui. Avoir un regard critique vers tout ce qui nous donne comme information, en fait. Oui. Moi, j'ai confiance que les gens, n'importe qui là, sur la planète, instinctivement va chercher... C'est la différence entre le bien et le mal d'une information qui peut apporter le bien ou le mal. Là, on tombe dans le zoroastrianisme, là, mais il me semble qu'instinctivement, chaque être humain a cette capacité-là de voir la différence. Je suis pas très sûre. Non? Tu vois, il y a beaucoup de fake news qui circulent. Si les gens ils vérifient, là, ça veut dire ils se posent même pas de questions, peut-être qu'ils seraient pas vrais. Mais ça, c'est le capitalisme, ça. Ça, c'est une institution qui vend des produits, puis qui vend des philosophies ou des façons de penser, puis il t'offre une source d'information que toi, tu décides d'acheter ou non. Mais comme là, je veux pas dire Fox News, là, mais cette information-là est biaisée, a été filtrée, a été accommodée pour certains investisseurs qui, eux, ont donné l'argent à ces journaux-là ou ces organismes de nouvelles-là pour accommoder une idéologie. Puis ça, c'est... Tu vois, ça, c'est... Je pense même, en fait, on commence à avoir une façon de penser un petit peu fast-food pour tout. Tout à fait. Pour trouver les informations, même les relations entre les gens. Des fois, ça devient un petit peu relation fast-food, moi, je l'appelle. C'est comme les gens, ils n'ont pas de temps à mettre pour découvrir quelque chose. Ils veulent essayer quelque chose et passer à l'autre chose. C'est la rapidité de chaque journée. Il faut que tu ailles travailler, tu rentres chez toi, tu es fatigué le soir, mais tu veux avoir... Mais c'est plus que rapidité, c'est comme... Je sais pas. C'est comme on a accès à beaucoup de choses. Pour ça, je pense peut-être on ne sent pas la nécessité de s'arrêter et découvrir un petit peu avant de passer à l'autre chose. Mais on n'a pas le temps. Moi, mon impression tout le temps, c'est ça. Admettons les Américains, là, je prends un comme exemple, mais ceux qui ont comme 3 travails qu'ils font dans leur vie par jour, ont 2 ou 3 jobs, puis ils arrivent chez eux, puis ils n'ont pas le temps, puis ils sont fatigués, puis ils n'ont pas le temps d'aller lire des nouvelles, ils n'ont pas le temps de s'enrichir intellectuellement. Puis ça, c'est dommage que le statu quo d'un pays soit cette situation-là, où tu es une mère de famille, puis tu as 3 jobs, puis tu n'as même pas les moyens de payer, de nourrir tes enfants convenablement, fait que tu as encore moins le temps de t'informer, puis c'est ce statu quo-là qui maintient la fibre intellectuelle du peuple américain. Je ne veux pas généraliser, là. Il y en a qui sont intellectuels, qui sont intelligents, puis il y a de la pauvreté partout, mais là-bas, en ce moment, c'est ça qui est le problème, puis Oui, même peut-être le petit temps qu'elle met pour s'informer, elle va avoir des informations rapides ou... Junk food, Fox News, où on peint les autres pays comme étant des... Mais c'est pas pour rien que quelqu'un comme Trump peut monter. Oui, exact. Ça veut dire qu'il y a des gens qui croient à leurs rêves qu'ils vendent. Oui, exact. Mais comment on peut... L'information qu'il donne, il n'est pas cohérent. Je pense avec un petit peu de recul, tu peux voir que... Ça veut dire si tu prends un petit peu de temps, il est tellement pas cohérent que tu vas trouver que ça marche pas ce qu'il dit. Oui, tout à fait. Le rêve qu'il vend, ça pourrait pas être vrai. Certaines personnes n'ont pas le temps de déchiffrer, déceler que c'est de la foutaise, qu'est-ce qu'ils racontent. Ils sont tellement occupés à vivre leur journée difficile, puis qu'ils prennent ce qu'on leur donne comme junk food, comme tu dis, puis ils s'abreuvent de ces nouvelles-là, puis ça fait juste continuer à perpétrer un mensonge social ou une réalité qui est complètement fautive, qui est pas vraie. Puis ça maintient une situation que sur la planète de conflit puis de guerre, parce que tu maintiens une population à un niveau qui vont être réprimés puis qui diront rien puis qui vont continuer à accepter ce que Trump dit ou bien le dirigeant de l'Iran. C'est vraiment maintenir le peuple sous contrôle. Mais ça, c'est plus compliqué en Iran. Il y a une nouvelle génération hyper éduquée. Oui. Ils n'achètent pas la version qu'on le vend. Ben ici aussi, hein, moi, en fait, ma découverte, ma quête intellectuelle, sociale, politique, je l'ai commencé peut-être en 2004, vraiment. Avant ça, moi, le recyclage, c'était comme, pourquoi tu veux que je recycle? T'sais? Ça va se retrouver dans les poubelles de toute façon. T'sais, j'avais une vision nonchalante, c'est que je m'en foutais un peu. Puis depuis 2004, là,
Quand j'ai travaillé chez Ubisoft à Montréal, je travaillais dans l'industrie du jeu vidéo, puis j'étais là que je jouais à des jeux vidéo, puis... Je connais. Mais tu sais, j'avais toujours mon écran, puis ça dérangeait pas mon travail, mais j'avais un écran, puis j'avais des documentaires qui jouaient sans arrêt en bas à droite de mon écran, puis je l'écoutais, puis je jouais à mes jeux vidéo, je faisais mon travail, mais j'avais toujours ça une dose de... C'était pas du junk food, là, c'était des concepts intellectuels, scientifiques, politiques, des nouvelles. Puis éventuellement, je l'ai vu comme une responsabilité citoyenne de vouloir m'informer puis de comprendre qu'est-ce qui se passe sur notre planète. Parce que moi, quand j'arrivais le soir chez nous puis que j'étais assis sur mon sofa puis je pouvais bien écouter plein de films, mais je restais toujours neutre, j'avais pas d'opinion politique, j'étais juste... Mais cette quête-là, anyway, bottom line, ça a commencé en 2004 puis depuis ce temps-là, je m'abreuve puis je veux m'informer puis c'est stimulant, ça. Oui, je pense que c'est comme... Quand je vois un petit peu le média ici, le mass média, c'est quand même un petit peu orienté. C'est comme... Peut-être tu sens qu'il y a la même façon de penser qui est injectée un petit peu. C'est comme... On discutait sur l'événement qui est le crash de l'avion qui est arrivé. Et je te dis, moi, c'est la première fois que je vois pour un accident comme ça, on parle autant de la vie privée, histoire personnelle des gens. Mais on dirait que d'un coup, c'est comme à cause de cet événement-là, il y a les poussières tombent et on voit que c'était des réelles personnes avec des histoires vraies qui vivent finalement comme nous. Chaque personne, je pense, peut se trouver dans cette histoire-là de proche ou de loin, tu vois. Bien, c'est ça. Puis on dresse un parallèle entre PS 752 puis la catastrophe des Américains qui ont descendu un avion iranien, je pense, dans les années 80. Oui. On va trouver le bon nom parce que je veux pas dire des conneries, là. En fait, ils se sont trompés, ils pensaient que c'était un avion militaire. Mais c'est le même principe, parce qu'on peut vraiment dresser un parallèle entre les deux situations où il y avait des conflits puis il y avait des stress entre l'Iran puis les États-Unis. Puis les États-Unis, c'était Iran Air Flight 655. C'était en 88. Oui. Puis, il y a eu 290 personnes. Je pense qu'il y avait 66 enfants dans ce vol-là. Puis les Américains se sont dit « Oh, on s'excuse, on s'est trompé. » Je sais pas. En fait, je pense qu'ils s'en excusaient probablement. Mais je pense, selon ce que j'ai entendu, mais j'ai jamais vérifié, je pense que la personne, il a eu une médaille de courage ou un truc comme ça. Le pilote? Non, la personne qui était responsable de cette action-là. Ah ouais, c'est ce que j'ai entendu, mais il faut vérifier parce que... Ben, je sais pas si on peut le trouver rapidement, là, mais... Mais si tu le trouves, tu le mets. Ça m'étonnerait pas. On va loin en arrière, mais tu avais les Américains, quand ils réprimaient les Premières Nations, là, après la guerre civile américaine, là, ils ont massacré des... là, je me souviens plus du peuple qui ont massacré, mais les militaires américains avaient tué des Premières Nations que je me souviens plus de leur peuple, là, je m'en excuse, mais puis eux ont été offerts la médaille de bravo, je sais pas quoi, puis c'est épouvantable, l'arrogance. For overly aggressive behavior in a tense, dangerous environment. Hey, je m'excuse, pourquoi c'est en anglais? Parce que je cherche en anglais. Ouais. Mais allez voir sur Wikipédia ou chercher sur le web, vous allez trouver une information sur Iran Air Flight 655. Mais ça, on peut dresser un parallèle entre les deux parce que encore aujourd'hui, ça fait partie de la raison pourquoi que les États-Unis sont autant détestés. Puis, mais cette fois, c'était pas leur faute. Sur Airline, de ce qui est passé pour Airline ukrainienne, carrément, c'est... Non, c'est ça, exactement. Dans cet instant-là, PS 752, c'était pas les Américains, mais je veux dire, s'ils n'avaient pas mis une pression puis s'ils n'avaient pas tué Soleimani, il n'y aurait pas eu cette situation de... Je pense qu'il y a plein de trucs qu'on ne peut pas simplifier comme ça. Ça veut dire il y a plein de choses qui passent actuellement dans la région qui ne devaient pas passer comme ça. Tout à fait. Et moi, c'est mon avis personnel. Moi, je ne vois pas le gouvernement de l'Iran si blanc que ça aussi. Il est responsable quand même. Oui. Parce qu'on peut se concentrer sur notre vie en Iran à la place d'aller embêter ou créer des conflits ailleurs aussi. Hein. Ça veut dire, ce que je
je sais, je pense que la majorité des Iraniens cherchent avoir une vie tranquille, en paix et en harmonie avec le reste du monde. Ah, je suis d'accord avec toi. Ça veut dire, on cherche pas, on n'a pas point à prouver. On veut avoir une vie... La plupart des gens, ils veulent avoir une vie tranquille. Ah, je suis d'accord avec toi. On ne cherche pas à propager notre idéologie ailleurs. On veut vivre en tranquillité. Même à l'intérieur, on a difficulté de vivre ce qu'on pense parce que même nous-mêmes, on est contrôlés par les idées idéologiques. Mais c'est la même chose. Ben, je dis c'est à moins grande échelle, mais les États-Unis sont réprimés aussi. Ils s'en rendent pas compte. Mais le capitalisme, puis ces idéologies-là, ça réprime le peuple. C'est sûr que c'est moins tangible, puis on le voit moins. C'est encore plus sournois, quasiment. Là. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais fou, si tu décides de vivre autrement, peut-être ta vie va être un petit peu pourrie. Mais en absolu, tu as le droit de le faire. Tu n'es pas obligé comme... Je pense que tu vas être outlier et exact. D'être outlier aux États-Unis, ça va te créer des problèmes. Mais quand même, tu as le droit de penser différemment. Mais maintenant, on est dans une échelle encore plus grave. Ça veut dire que ta liberté de penser, la liberté personnelle, c'est pas respecté. Donc, on est à une échelle encore plus, pour moi, plus grave. On pourrait aller loin dans cette analyse-là, mais moi, je suis pas un spécialiste, puis dans tout ce que je dis présentement pour ce podcast-là, c'est sûr que c'est beaucoup mon opinion, puis j'essaie de pas trop aller dans des choses que je connais pas. Oui, mais parce que t'as pas vu, ça veut dire, je comprends ton point de vue, mais en même temps, t'as jamais vécu dans un système qui est totalitaire, qui contrôle presque tous les détails de ta vie. Même à un moment donné, c'était le Parlement de l'Iran, il voulait passer des lois sur les... C'est comme pour contrôler, pour que les gens, ça veut dire, pour tout ce qui est... Un petit peu, c'était comme contrôler la vie sexuelle des gens, pour passer des lois qu'ils ne peuvent pas acheter des préservatifs ou des trucs comme ça aux pharmacies. C'est comme ça arrive dans un niveau non imaginable, parce que c'est la vie privée des gens. Ouais. Ça ressemblait à ça, en tout cas, dans les années... là, j'ai pas de référence, là, mais soudainement, ça me vient à l'esprit qu'il y avait une répression sexuelle aussi avant les années 60 aux États-Unis, quand il y a eu la révolution sexuelle, les hippies, tout ça. Mais avant ça, t'avais, par rapport à la sexualité, puis comment qui s'affichait en public, puis t'avais certaines choses que tu pouvais pas faire, puis surtout l'homosexualité, c'était vraiment réprimé dans les pays occidentaux. C'est comme, puis... il y a 40 ans, après, on est dans la même situation ailleurs. Mais sauf que ce qui est plus grave, c'est comme 40 ans de l'expérience humaine est passée, et on est encore sur le point qu'on était ici. C'est ça qui est... Puis ça vient de où, ce conservatisme-là, religieux? Mais je pense que sur ce point-là, c'est toujours... les points religieux n'importent. Même si tu regardes, comme tu dis, ici, c'était pareil. Je pense que la manière plus simple de contrôler des gens, c'est par leurs détails de vie. De dire qu'est-ce qu'il faut manger, comment il faut s'habiller, et les détails de la vie privée. Le moment que tu arrives de contrôler ça, je pense que tu as contrôle total de la personne. Donc. Mais je suis fière de la nouvelle, c'est-à-dire la génération après moi. Oui. Oui, ils écoutent moi. Ils ont moins peur. Ben moi, je trouve ça beau. En tout cas, j'ai rencontré beaucoup d'Iraniens dans les dernières années, puis de voir des étudiants, des gens qui travaillent, puis j'ai toujours été bien accueilli, puis c'est vraiment une belle culture, puis c'est des belles personnes, puis je suis vraiment charmé par la culture iranienne, puis... Mais probablement, les gens que tu as rencontrés, c'est plus de ma génération. Oui. Et je pense qu'on était moins rebelles que la génération actuelle. La génération actuelle, ils vont vivre sa vie. Ils s'en foutent qu'est-ce que le gouvernement dit. C'est tous les mouvements que tu vois, que les filles enlèvent leur foulard et ils prennent des photos. Ou les hommes mettent les foulards pour protester contre... Oui, mais tout ça, c'est des générations, ça veut dire peut-être 5-6 ans après que moi, j'étais à l'université. Et ils continuent à vivre leur vie, ça veut dire qu'ils n'acceptent plus. C'est quand j'étais étudiant, c'est comme les relations entre les filles et les garçons, c'était super compliqué. Mais maintenant, ils sont laissés aller parce qu'ils ne peuvent plus contrôler les gens. Ils ne veulent pas respecter ce que le gouvernement l'impose.
De temps en temps, ils payent le prix, mais ils n'ont rien à foutre. Donc, ils veulent vraiment vivre leur vie. Mais lentement, mais sûrement, il y a un changement qui s'opère. Puis tu dis que c'est la génération 5 ans après la tienne, mais veux 5, pas... 6 ans peut-être, oui. Mais n'empêche que toi, ta génération ont appris certaines choses que vous avez exprimées dans votre temps, puis qu'eux ont compris ou ont vu, ou vous avez commencé à ouvrir la porte, puis eux l'ouvrent encore plus, puis... Oui. Et je pense qu'ils ont plus rebelles. En fait, le contexte est différent aussi. Ça veut dire, même dans le monde entier, depuis 10 ans, on a beaucoup plus... Ça veut dire, le monde, il est devenu vraiment comme une grosse ville ou village. C'est comme partout, c'est pareil. N'importe quoi qui arrive de l'autre bout du monde, on est au courant. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de sélectionner l'information ou obliger des gens de penser de certaines manières. Pour ça, je pense que le contexte s'est changé aussi. Est-ce qu'il y a comme le même principe que la mentalité régionale au Québec où, admettons, quand tu es davantage dans une ville, les informations se passent plus rapidement, les gens se parlent davantage, puis là, tu vas plus vers la région, puis les gens sont un peu plus accrochés à des mœurs un peu plus conservatrices. Ça, c'est la pression que j'ai, mais je ne peux pas te donner une réponse statistiquement correcte. Okay. Parce que... Je veux des statistiques, immédiatement. Non, parce que ça fait... En fait, quand j'étais plus jeune, c'était vraiment ça. Mais comme maintenant, je te dis, avec l'accès à l'information, c'est très différent. Aussi, comme je te dis, il y a une génération qui sont plus éduquées, qui ont fait l'université, qui ont commencé à réfléchir différemment. Et ils ont appris aussi comment il faut trouver l'information. Donc, c'est ça. C'est l'éducation, c'est l'accès à l'information. C'est vraiment ça qui va sauver l'humanité, je crois. Même là, en ce moment, avec les catastrophes environnementales, puis tout le bordel qui est en train de se préparer avec la 6e extinction, excuse-moi, je crois à ça, là, mais c'est un fait là, que la planète, l'acidification des océans, puis le CO2 qui s'amasse, puis le réchauffement climatique, il y a vraiment un problème qui se prépare. Puis je pense que la seule façon qu'on va s'en sortir, même chose pour les conflits internationaux, c'est vraiment de parler, de communiquer, de s'éduquer, de passer le message, puis de mettre un terme à ces vieilles pensées colonialistes de vouloir envahir d'autres pays, puis de voler leurs ressources, puis le capitalisme, toutes ces vieilles pensées-là, il faut mettre un terme à ça. Il y a une façon de vivre, puis de vivre de façon évoluer intellectuellement, puis d'avoir des amis, puis de grandir avec les autres peuples. Tantôt, tu mentionnais le feu, mais le monde ne sont plus en quête du feu, de voler le feu du voisin. Là. Je veux dire, c'est différent. Là. Aujourd'hui, on a vraiment des outils qui nous permettraient de vraiment amener ça à un niveau international ou de communication qui serait comme tellement bénéfique pour tout le monde. Je ne sais pas si je suis utopique, là, mais... Mais je pense que ce qui s'est passé, les politiciens, ils sont restés... Ça veut dire... Les dinosaures, là? Oui. Les peuples sont avancés. Ils veulent des trucs différents. Mais les politiciens, ils ont resté dans leur pensée... C'est ça. Qu'il avait avant. Ils pensent de la même manière, mais sauf que le monde, ça ne fonctionne plus de la même manière. Exact. Et le problème, avant, peut-être s'il y avait un problème, par exemple le problème en Syrie, il y a 40 ans, probablement, il restait en Syrie et il n'y a personne qui entendait parler. Mais après le problème en Syrie, c'était comme... Il y a beaucoup de pays européens qui étaient touchés par ça aussi. Le problème était propagé ailleurs dans le monde. Peut-être il y a 40 ans, ça propageait beaucoup moins vite. Donc, tu vois qu'est-ce que je veux dire? La vitesse des événements aussi, maintenant, c'est plus vite. C'est-à-dire, si on crée un conflit, je ne sais pas, en Syrie, en Irak ou en Iran, ça ne reste pas là. Ça va contaminer tôt ou tard le monde entier. Ben, comme par exemple le printemps arabe qui a influencé, ou je ne sais pas qui a influencé qui, là, mais le printemps érable au Québec en 2012, le printemps arabe, c'était le nom, plus que le nom qui a été emprunté, là, qu'il y a une association qui a été faite. Quel autre exemple que je pourrais donner? Mais oui, c'est certain que l'information se diffuse, se propage et c'est pas juste l'information. Je pense même au niveau des actions ou des faits, ça arrive déjà. Ça veut dire, en Europe, je sais vraiment, quand la guerre est devenue intense, moi j'étais en France, en Angers, il y avait beaucoup d'immigrants qui étaient là. Qu'est-ce que tu vas faire avec?
Ouais. Ils sont là, ils changent la dynamique de la ville. Donc, c'est comme la réalité de la vie des Européens, il est changée. Et si tu es un petit peu plus ouvert esprit, tu sais que tu ne peux pas leur renvoyer chez eux. Donc, tu dois faire gérer ça. Et la vie, ça change. Ou en Grèce, moi, j'ai vu, il y avait beaucoup de familles avec beaucoup d'enfants qui n'avaient pas de place à rester. Ils étaient sur la plage. Ça change la vie. Ça change la vie des Ou gens. l'Australie, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'Australie qui... pas toute l'Australie brûle. Il y a eu beaucoup d'images qui étaient fake, là, excusez-moi l'anglicisme, là, mais qui étaient fausses. Là, ces images-là de toute l'Australie qui brûlait, puis c'était pas vrai que c'était toute l'Australie, mais quand même, il y avait des gens qui étaient justement sur la plage puis qui avaient nulle part où aller puis qui devaient attendre que les feux s'estompent. Mais il y a certainement il y a des personnes qui sont peut-être allées... été bougées pour se sauver de ça, ou c'est ça, on revient à la guerre, là, mais la Syrie, c'est ça, puis les pays qui se font dévaster par les conflits causés par le pétrole, puis non, c'est certain. C'est certain que ça impacte toute la planète. En fait, c'est ça, on le voit, ça veut dire qu'il faut, je pense, voir dans un contexte plus mondial. Oui. On n'a pas le choix. Hein. 7 milliards sur la planète. Je sais pas, il faudrait regarder combien de gens qu'il y a sur la planète en ce moment. Là, mais je pense qu'il faut arrêter de... C'est ça. Il faut être un petit peu plus en collaboration. C'est ça que je pense. Il y a moyen de le faire. Pourquoi il n'y aurait pas moyen de le faire? C'est les dinosaures. Hein? C'est les politiciens dinosaures qui continuent à vouloir aller voler le... En fait, mon avis personnel, on n'a même pas besoin des moyens. Parce que si on regarde, les valeurs humaines sont plus des valeurs communes. Pourquoi les Canadiens, ils ont aussi touché par la tragédie du crash de l'avion iranien? Parce qu'ils se trouvent eux-mêmes dans cette valeur-là. Ça veut dire, je pense pour un Iranien ou pour un Canadien, perdre une être chère, c'est la même influence. Pour un père, perdre son enfant, c'est la même chose. Ici, en Iran ou en Syrie, c'est la même chose. C'est pas... On peut se mettre facilement à la place des gens qui ont vécu cette tragédie-là et on voit que c'est pareil, c'est la même chose. C'est ça, tantôt, les parallèles que je mentionnais, qu'on voulait dresser par rapport à l'avion le 752 puis le 655, mais c'est l'accessibilité aux images, à l'information, puis de voir que, comme tu mentionnais tantôt, que c'est des visages, que c'est des gens, que c'est un homme avec sa femme, puis leur petit enfant, puis elle était enceinte, puis tu le vois sur la photo, puis t'es comme... tu ne peux que le sentir, puis de le comprendre. Là. Oui, c'est comme tu peux imaginer très bien que ça... C'est comme vraiment dans chaque image que je voyais, je pensais que ça pourrait être moi. Ça pourrait être moi que je voyageais dans cette voie-là. Et mes amis, après cet accident, j'ai reçu plein d'emails ou plein de messages, ils s'inquiétaient. Eux aussi, ils se mettaient à la place des proches de ces gens-là. Alors, c'est certain, là. Je pense que c'est ça qui était... Comme mettre les images et comme s'intéresser pour première fois à leur vie, ça montre qu'au finalement, les valeurs humaines, c'est des valeurs positives. C'est ça. Et c'est des valeurs communes. Oui. Parce que Fox, ou en tout cas, je ne veux pas blâmer Fox, puis ils l'ont peut-être fait ou pas fait, je ne sais pas, mais de mettre des images de conflits, puis de pourquoi, pour justifier qu'il faut maintenir l'embargo ou les pressions sur l'Iran, puis de se mettre dans une mentalité de conflit, ça sert juste à enrichir les politiciens dinosaures, là, je veux dire... Excuse, j'ai perdu le fil, là, je suis un petit peu... Mais j'ai lu un commentaire rigolo de Boris Johnson. Boris Johnson, le premier ministre British, là? Oui. Quand il se réveille, il dit, vous voyez, la guerre, c'est pas bon pour personne. C'est comme lui, il vient de découvrir ça. Wow. Je dis, c'est fort quand même. Boris Johnson, il faudrait que j'écoute quelque chose sur lui. Comme Trump, pendant longtemps, j'ai pas été capable d'écouter Trump parler. J'étais juste, non, je veux pas l'écouter. Ça n'a pas de sens, qu'est-ce qu'il raconte. Puis dernièrement, j'ai un peu plus écouté, puis je suis comme, non, Boris Johnson. Il y a un humoriste iranien, il dit, moi j'adore Trump, parce que il me donne la matière comme ça, brute, j'ai même pas besoin de travailler.
Tellement c'était choquant et stupide que... C'est qui l'humoriste que je l'ai peut-être vu? Là, C'était Maz Jobrani. Maz Jobrani. Je l'ai vu, Maz Jobrani. Mais moi, j'avais une période super comme cool dans ma carrière. C'était quand Ahmadinejad et Bush qui étaient au pouvoir. Ah Juste, je ramassais les informations, ça te suffit pour faire des shows humoristiques. Je ne devais même pas traiter les informations. Je le répétais comme ça et les gens rigolaient. Je l'ai vu, Maz Jobrani, il est drôle, il est vraiment drôle. Je l'ai vu live, là. Je l'ai vu à Montréal il y a peut-être 2 ans de ça. Je me souviens plus c'était quoi le spectacle. C'était juste pour eux, sûrement. Il y avait Evil Axe. Non, je pense pas que c'était ça. C'était Maz Jobrani il y a 2 ans de ça, puis lui, c'était le headliner, excusez-moi l'anglicisme, là. C'était lui le principal humoriste. Ah, OK. Mais il y avait aussi... il y avait un Africain qui était vraiment drôle, je me souviens pas de son nom. Puis il y avait un hispanique aussi, mexicain, je crois. En fait, ils sont, je pense, 4. Ouais, c'est ça. Et tous, ils partent de préjugés que les gens peuvent avoir sur eux. Ouais, ça ressemblait à... Ouais, c'était ça. C'est ça, le nom? Oui, je pense. Je pense que c'était 2017. Je vais aller voir ça va le dire tout de suite, là. Ah, il était vraiment drôle. C'était tellement drôle, son show, là. Je pense que c'est ça. C'est le truc de Axe Devil. Ça se peut. Mais il me semble que c'était pas aussi radical comme titre. Puis Trump Card, ça n'a pas rapport. C'était pas politique, puis c'était vraiment drôle. Mais à un moment donné, dans un de ces épisodes, il dit... C'est comme, à un moment donné, il était dans une soirée aux États-Unis avec des Iraniens. Et quelqu'un arrivait et dit « Oh mon Dieu, ces gens-là, ils rigolent, ils dansent. » Et après, il disait « À mon avis, si vous voulez arrêter la guerre en Moyen-Orient ou dans un pays en conflit actuellement, il faut diffuser la musique. Les gens, ils vont commencer à danser. » Il disait « Oh, je reviens, dommage, j'ai pas le temps maintenant. » Faut que j'aille danser. Et c'est pas faux, c'est comme dans toutes les occasions. Ouais. Petite occasion qu'on a, on profite pour danser. J'ai vu ça. C'est-tu The Ethnic Show? Ça me dit quelque chose, ça. Mais oui, j'ai vu des fêtes puis des parties iraniens. J'ai été à plusieurs parties. C'est comme ça, prends un petit peu de musique et après, bon courage de l'arrêter. Ouais. Mais au Québec, on a perdu ça. Il n'y a pas... C'était très présent. Puis je parlais avec quelqu'un, je me souviens plus avec qui, la semaine dernière, puis on parlait de ça, le jour de l'an québécois. Dans les années 50-40, là, le jour de l'an québécois, c'était la fête, là, mais t'avais le piano, t'avais quelqu'un qui allait jouer au piano, t'avais les gens qui allaient chanter, t'avais le monde qui allait danser, puis c'était vraiment la fête, puis tout le monde avait un instrument, puis tout le monde... C'était vraiment quelque chose de différent. Aujourd'hui, l'énergie est pas là. Les gens arrivent chez eux, vont faire la fête, puis après ça, ils vont rentrer juste à temps pour le bye-bye, puis ils vont écouter ça devant leur TV jusqu'à minuit, puis après ça, ils vont appeler quelques personnes, puis ils vont se coucher. Tu sais, il n'y a pas la même chose. À un moment donné, on est allé... Mes parents, actuellement, ils habitent aux États-Unis. On est allé dans une soirée, on peut dire, américaine. En fait, c'était cool, les gens, ils parlaient, c'était quand même des gens très ouverts esprit. Mais ma mère, jusqu'à minuit, il attendait quand on va danser. Jusqu'à fin de soirée, c'est comme ça, on boit, on discute, mais on danse pas. On danse pas, ouais. Je dis, non, c'est pas comme ça ici. Ben moi, je trouve ça super. Moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai été là pour ces fêtes-là avec des Iraniens, puis j'ai trouvé ça tellement cool. C'est comme, on était dans... Ça fait pas longtemps, on faisait un pique-nique. Et il y a quelqu'un qui a sorti son téléphone, il a mis de la musique. On était dans la rue, mais tout le monde était au milieu en train de danser. Ah oui? Je trouve ça vraiment cool, là. Ça, puis la bouffe aussi. Oh mon Dieu, on arrivait à des endroits, puis on était accueillis avec de la nourriture, puis c'est vraiment super, là. Mais ça existe au Québec aussi, là. Je veux pas dire que ça existe pas. Quand j'étais petit, moi, j'avais beaucoup de fêtes que la famille était là, puis c'était vraiment accueillant, puis il y avait de la musique, puis le monde dansait. Mais on dirait que ma génération, on l'avait pas compris, ça. Puis on plongeait pas autant que ça dans la danse, puis dans chanter, tandis que mes oncles puis mes tantes, eux autres voulaient danser, puis dansaient, puis moi, je comprenais pas, puis je me sentais comme si... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Mais
Ouais, je suis sûrement responsable de ma génération d'avoir coupé ça, cette espèce de tradition québécoise-là de vouloir danser, puis chanter, puis jouer des instruments de musique dans des fêtes, là, puis, mais j'étais complètement charmé par ça quand j'ai découvert ça en étant dans des parties iraniens, là. J'ai trouvé ça tellement cool, là. Ouais. Mais comme les vidéos que je t'ai envoyées, les étudiants, ils sont en train, ça veut dire, ils ont vraiment, on sent qu'ils ont un deuil. Mais t'as remarqué, ils sont tous en train de chanter. Ça, on parle des vidéos de Oui, gens oui. qui manifestent aujourd'hui. Même la façon qu'ils contestent, c'est rythmique. T'as remarqué? Ben, ici aussi, là, je veux dire, les gens, Mais ils c'est chantent. oui. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui. Mais c'est bon parce que ça démontre une... tu sais, il n'y a pas une violence qui provient du public. Les gens sont fâchés, vraiment, là. Mais c'est vrai que cette façon-là de manifester, c'est par la chanson, puis c'est par un... je veux pas dire tribal, là, mais c'est vraiment... Les gens sont ensemble, puis ils suivent un rythme puis une musique pour présenter leur angoisse ou leur frustration. À un moment donné, on faisait des manifestations ici en 2010 à cause des élections qui est mal passées. Et ça coïncidait avec le festival d'été. Donc moi, je téléphonais à Radio-Canada pour avoir une couverture médiatique, mais ils ont dit non, on ne peut pas couvrir deux événements. Mais à un moment donné, on était là et on faisait comme on fait toujours. Et à la fin, on commençait à chanter. Et les gens, ils passaient, ils pensaient que notre truc, c'est parmi des activités de festival d'été parce qu'on chantait, on jouait. Et après, j'ai expliqué, non, c'est pas ça, en fait, on manifeste. Ouais, ben c'est ça qu'ils devraient faire, probablement. C'est peut-être un concept, peut-être penser à quelque chose d'unique qui devrait être... dans le fond, c'est un festival de manifestation. Mais ça marche mieux, en fait. Les gens sont plus ouverts à écouter. En 2012, les gouvernements étaient tannés des manifestations au Québec, là, avec le Occupy tout, là, Occupy Montreal, Occupy... ça, j'ai vu ça pour parler de communication tantôt, comment que les informations apparaissent. Mais moi, je me souviens, j'étais chez moi, puis je m'en allais me coucher, puis j'ai vu live Occupy Boston, où c'est que tu avais des manifestants qui sont fait ramasser par la police, puis j'ai tout vu live sur mon téléphone, puis j'étais comme « wow, la technologie », puis j'ai immédiatement diffusé, puis j'en ai parlé ou j'ai diffusé à mes contacts ou à moi, mon réseau, mais c'est accessible. Puis contrairement, admettons, la guerre du Vietnam, comment ça a pris de temps avant de mettre un terme à ce bordel-là. Les gens avaient accès à l'information, mais le temps que ça parte du Vietnam avec des photos chocs, que ça s'en va aux universités, que les universitaires en parlent, ensuite qu'ils se mobilisent puis qu'ils aillent inviter les autres à participer à un événement pour parler contre le gouvernement américain et sa présence au Vietnam, mais ça prenait 8 mois. Aujourd'hui, tu l'as immédiatement, tu vois qu'est-ce qui se passe en Iran, les manifestations, puis tu le vois, puis tu peux le diffuser, puis tu as une responsabilité de citoyen de diffuser cette information-là. Si tu es chez toi, puis tu vois cette information-là passer, puis que tu le diffuses pas, là, ben excuse-moi, mais tu as perdu quelque chose, tu as quelque chose que tu comprends pas, puis je veux pas me fâcher contre les gens qui prennent pas action, puis qui veulent pas diffuser ces informations-là, mais s'il vous plaît, là, diffusez les informations de gens qui veulent se sortir, puis qui veulent parler, puis qui veulent contrer le statu quo qui est maintenu par un Trump ou les États-Unis qui continuent à... Moi, je comprends pas comment que les gens ne peuvent pas instinctivement vouloir diffuser une image ou un contenu vidéo de cette importance-là en ce moment-là. Mais je pense qu'il faut vérifier quand même, parce que oui. Mais après, c'est ça, il faut... Oui. Ouais. Ben, il y a beaucoup de phénomènes que ça n'existait pas avant. On a beaucoup on appelle citoyens journalistes. Avant, on n'avait pas ça. C'est comme, il y avait juste certaines canaux précis de diffuser l'information. Et maintenant, avec les citoyens journalistes, on n'a plus ce problème-là. Ça veut dire, il y a plus d'informations qui n'est pas juste contrôlée, qui peut passer aussi. On a une responsabilité, puis moi, si jamais il y a une genre de mentalité ou un statu quo qui est maintenu dans les pays occidentaux, c'est vraiment ça, c'est d'être assis chez soi devant une TV toute la journée à écouter des films, puis à écouter du entertainment, excusez-moi l'anglicisme. Tu as une responsabilité d'aller au moins lire un livre ou écouter un documentaire ou diffuser une information.
on veut se faire dire la vérité, on veut être accommodé, on veut avoir nos esclaves, on veut avoir des gens autour de nous qui vont nous servir, on veut aller chez McDo, on veut aller dans un restaurant puis avoir quelqu'un qui arrive avec la bouteille puis qui dit « Est-ce que c'est ça que vous voulez, monsieur? » On veut être bourgeois, tu sais, on veut avoir le confort de la vie puis d'être un roi, tu sais. Cette illusion-là, le rêve américain, ça fait partie de l'espèce de conscience sociale américaine. Mais ça devient un concept un petit peu mondial, hein? C'est partout. Ben ça me fait peur. Parce que je comprends le rêve américain dans le sens intellectuel où c'est qu'on veut que les gens soient démocratiques puis qu'ils soient libres de faire un choix puis de prendre action puis de vivre leur opinion puis sans se faire réprimer. Mais c'est sournois, le rêve américain, parce que ça cache tellement de démons, là. Le Vietnam, c'est épouvantable. Ça me rend triste parce que les États-Unis, après la Deuxième Guerre mondiale, là, il aurait pu être un vrai pays qui aurait pu transitionner vers quelque chose autre que l'espèce d'idéalisme romain, là, de conquête puis d'empire. Là. Mm-hmm. Mais ils ont choisi une autre avenue puis sont allés bombarder le Vietnam puis ont massacré des gens. Puis depuis ce temps-là, laisse faire ça, les États-Unis. Vous avez manqué l'occasion de prouver que vous n'étiez pas des conquérants. Là. Mais je pense qu'ils perdent aussi dans ce jeu-là, parce qu'ils perdent. Finalement, le système, il pouvait... Ça veut dire, il y a une façade démocratisée, mais c'est pas en démocratie. Non, c'est ça. C'est un petit peu le parallèle avec, par exemple, le conflit entre Israël et Palestine. Tout le monde pense que les Palestiniens perdent. C'est sûr qu'ils perdent. Mais les Israéliens, ils perdent aussi. Ils payent avec leur droit de liberté et le droit de démocratie. Ouais. Parce que maintenant, ils vivent dans une atmosphère super militarisée. Aussi, ils perdent. Sauf qu'on l'entend moins parce qu'ils le payent. Peut-être qu'ils ne le payent pas avec leur vie, mais ils le payent avec leur liberté. Oui, tout à fait. Puis ils perdent aussi avec leur... je veux dire, moi, je les juge, là, les sionistes. Là. Je veux dire, votre idéal, c'était que Dieu était supposé de redonner le peuple aux Juifs. Mais vous avez pris un raccourci, puis vous avez décidé de prendre ce pays-là, puis de vous l'approprier, puis parce que vous êtes le peuple choisi. Oui. Non? Je pense qu'il y a un problème. Le moment que moi, je pense que si tu te sens le peuple élu, la porte de négociation, ça veut dire la porte de communication est fermée. Parce que forcément, l'autre, il est plus moins bon que toi, ou moins valeureux que toi. Donc, il n'y a aucune raison que tu essayes de le découvrir ou de discuter. Donc, je pense que ce concept-là, il y a un problème. Mais c'est pas juste eux qui ont cette façon de penser. C'est comme chez les musulmans aussi, des fois, il y a la même façon de penser. Ils pensent que ça veut dire, c'est le dernier religieux qui est déterminé par Dieu, blablabla, plein d'histoires. Et ça, aller dans ce voie-là, c'est sûr que la porte, aller vers quelqu'un d'autre, c'est fermé. Parce que forcément, le moment que tu es meilleur, il n'y a aucune raison d'aller ailleurs. Pourquoi tu te... Comment qu'on peut avoir cette humilité-là? Comment qu'on... Tu sais, en tant qu'être humain, c'est... Mais je pense que quand tu es jeune, qu'ils te répètent cette information-là... c'est du conditionnement. C'est ça. Moi, je connais beaucoup de gens avec des origines musulmanes qui ne veulent pas se marier avec des personnes qui ont les autres... croyances. Il y a une partie, je pense, c'est l'image sociale, probablement. Mais il y a une partie aussi que tu penses que l'autre, il n'est pas aussi bon que toi. Moi, c'est certain que je souhaite du bien aux Israéliens puis aux Palestiniens, puis je veux pas de conflit. Mais c'est certain que d'avoir amené le peuple les zionistes, parce que d'avoir amené les sionistes dans cette région-là, les Américains vont dire, eux avaient le droit à un endroit où s'en aller du fascisme puis de ce que Hitler est en train de faire dans les années 30 et 40. Mais beaucoup de gens puis les dinosaures politiciens ont amené les sionistes dans cette région-là juste pour les utiliser, pour maintenir une présence au Proche-Orient, juste pour aller chercher les ressources puis de maintenir une emprise dans cette région-là. Là, en fait, disons, même si on accepte que c'est leur pays, ça veut dire c'est le pays qui devait retourner là, que c'est leur terre sainte,
Moi, je ne peux pas accepter ça, mais il n'y a rien qui l'oblige à tuer ou expulser les gens qui étaient là. Exact. Il y a moyen de partager. Il y a beaucoup d'instants dans l'histoire humaine où tu avais une grande métropole ou une grande ville où il y avait plusieurs religions, puis les gens se côtoyaient, puis vivaient ensemble, puis il n'y avait pas de massacre. En fait, même maintenant, puis, ça existe. Par exemple, j'ai un ami qui vient de l'île Maurice. C'est comme il y a des hindous, des musulmans, des chrétiens, tous ils vivent ensemble. Ouais. Des fois, les communications entre eux, c'est plus peut-être difficile. Parce que, par exemple, mon ami m'a raconté qu'il y avait une fille musulmane qui voulait se marier avec un Canadien ici. Et ses parents, ils l'en autorisaient pas parce qu'il allait contre les traditions. Mais quand même, ils vivent ensemble là-bas. Ils ont des communications ensemble. Même c'est drôle parce que j'ai un ami qui vient de là-bas. Et c'est comme, à un moment donné, il est chrétien. Je lui ai demandé comment ça va. Il m'a dit, ça va, alhamdoulilah. Je lui ai dit, t'es musulman? Il m'a dit, non. Mais c'est comme tellement il a entendu ça que pour lui, c'est devenu un... Attends, mais explique-moi, ça parce va... Parce qu'en langage musulman, alhamdoulilah, c'est comme merci Dieu. Ah. Il disait, il était chrétien, mais tellement il fréquentait le peuple musulman de là-bas qu'il utilisait l'expression religieuse musulmane pour dire, je vais bien, merci Dieu. Ah non, il y a moyen de s'entendre, il y a moyen de... Je veux dire, qu'est-ce qui cause les conflits? Je veux dire, à part les croyances, je veux dire, je veux pas toujours en revenir à ça, mais c'est vraiment enlever l'accès à des ressources ou enlever quelque chose à un peuple qui mais je pense surtout c'est préjugés. En fait, je comprends que le préjugé, c'est comme... Ça devrait exister, parce que c'est la façon que les gens ils se protègent, mais ils devaient accepter aussi qu'ils ont des préjugés. Donc, ils laissent la porte ouverte pour, comme on dit, confronter ou pallier à leurs préjugés pour aller découvrir quelque chose d'autre. Je pense que c'est impossible qu'on dit que les gens ne doivent pas avoir préjugés parce qu'on a des expériences dans notre vie. On ramasse les informations avec ça, si on va parler scientifiquement. Oui, ben on peut. On modélise quelque chose, un comportement social. Et en fonction de ça, on se positionne, on dit probablement avec une autre personne de cette culture-là, ça doit m'arriver ça. Mais finalement, c'est tellement les gens sont différents, même à l'intérieur d'un pays, que finalement, ton modèle, ça prend beaucoup d'échantillons pour être validé. Donc. Il faut se balancer. Chaque être humain a son côté spirituel, son côté intellectuel. Puis je pense qu'il faut bien balancer. Puis il ne faut pas tomber dans les préjugés. Il faut être capable de prendre une information, puis de pour et contre, puis de bien juger. Puis Mais en fait, il faut accepter qu'on a des préjugés. Mais il faut accepter aussi que ces préjugés-là, forcément, c'est pas vrai. Peut-être il faut aller vers l'autre, discuter pour voir est-ce que notre modèle, finalement, on peut le valider ou pas. J'avais écouté dernièrement sur YouTube, il y avait une vidéo qui expliquait pourquoi que l'Afrique était tombée, pourquoi que les grands rois d'Afrique n'étaient plus présents, puis pourquoi est-ce que il y a eu autant de colonies qui se sont installées, puis pourquoi que la politique là-bas a été complètement subjuguée par les intérêts occidentaux. Puis il y avait un des points qui avait été présenté par l'animateur de ce reportage-là qui disait que une des raisons, c'était que le peuple africain était conciliant, avait permis que d'autres intérêts arrivent puis veuillent imposer leurs croyances, puis ils ont été trop conciliants. Parce que ça rejoint ce que tu dis là, dans le fond, c'est de faire une analyse puis d'être capable de juger puis de voir si je peux être conciliant, si je peux accepter cette proposition-là de croyance puis de l'absorber dans la mienne puis d'agir d'une façon positive, honnête et respectueuse des autres, mais c'est ça, l'Afrique, d'après ce que lui, dans ce documentaire-là, voulait proposer, ou ce reportage-là, il disait que, justement, il avait été trop conciliant, puis il avait trop accepté. En fait, ça veut dire, il ne faut pas être naïf, exact. Mais il ne faut pas vivre dans un port constant et se fermer. Il faut avoir un équilibre entre les deux. C'est 5 Reasons the African Continent Fell, si jamais vous voulez aller voir, là, mais ça se peut qu'il y ait une update de cette vidéo-là, une mise à jour de cette vidéo-là qui a inclus 2 autres points, qui étaient rendus à 7 points qui expliquaient pourquoi que l'Afrique était tombée comme
sur le continent africain, là. Five Gates Theory, c'est Home Team History. Je crois bien que c'est cette vidéo-là, mais c'était vraiment intéressant. Puis il y avait un des points, justement, c'est ça. C'était que le peuple africain était trop conciliant, mais comme tu dis, c'est ça. Il faut quand même pas être naïf. Puis... Mais je pense que c'est ça qui arrivait, par exemple, en Inde ou en Iran aussi. C'est comme c'était une nouvelle avant pour aller conquérir quelque part. Tout prenait, ça veut dire, il déplaçait, il faisait la guerre physique et il obtenait ce qu'il voulait ou il n'obtenait pas. Mais après, je pense, peut-être quelques années après Renaissance, il a pris une autre forme. C'est comme, on n'allait pas avec l'armée, il y avait une autre forme qui n'était pas habituée. Donc, pour ça, ça a changé la façon aussi. Que c'était habitué pour les gens de ce parti dans le monde. Pour ça, je pense que c'est ça. Ils ne pouvaient pas penser que ça va arriver comme ça. Oui, comme les Américains, la CIA, puis leurs activités sournoises pour aller discréditer un peuple ou éliminer certaines... C'est ça. Avant, c'était la guerre visible. C'est comme, je ne sais pas, les Perses et les Grecs, pendant je ne sais pas combien de milliers d'années, ils étaient en guerre. Mais... C'était une guerre physique, oui, exact. Oui. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est sournois, puis aujourd'hui, encore plus maintenant, c'est du currency wars. Quote unquote, je peux pas dire quote unquote, c'est un autre anglicisme, mais j'en ai beaucoup d'anglicismes. Tu remplaces un par l'autre. La guerre de currency, la guerre de l'argent, dans le fond, c'est des fois, j'avais lu un livre, Currency War, justement, allez voir Currency War, mais justement ça, c'est que d'autres pays, à travers des banques, à travers de l'argent électronique, injectaient de l'argent dans une économie d'un pays pour créer de l'inflation, pour déstabiliser l'économie de ce pays-là. Puis c'est de même les guerres aujourd'hui. Il y a certaines guerres que c'est comme ça que ça... En tout cas, ce livre-là, Currency Wars... Mais c'est beaucoup plus compliqué maintenant. C'est comme... Ouais, j'abrège, là, mais je fais une... Mais... c'est devenu des guerres virtuelles. Ben, il y a des guerres virtuelles. On est tellement plus... on est loin de ces guerres-là. Puis il y a quelque chose de bon aussi de ne plus être dans ces guerres-là, comme tu mentionnais, des Perses contre les Grecs ou les Romains, où c'est que le monde se tranchait avec des épées, mais... Je suis pas sûre si tu fais... C'est aussi violent aussi aujourd'hui, là, dans certaines situations. Ça, c'est dommage. Je sais pas si là. tu calcules le nombre de morts. Est-ce que c'était... Je pense pas que c'était plus élevé que ce qui passe actuellement. Hein. Il y a sûrement plus de monde aujourd'hui. Donc, s'il y avait une guerre aujourd'hui, puis c'est probablement ça qui fait qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale aujourd'hui, c'est justement pour éviter qu'il y ait autant de gens qui meurent, mais parce qu'à la Deuxième Guerre mondiale, il y a tellement eu de monde qui sont décédés. Pour moi, ça existe. Si tu comptes le nombre des gens qui... Maintenant, on ne parle plus. Mais moi, je ne pense pas qu'en Syrie, par exemple, ça a arrêté. Les gens, ils sont... Mais on a marre, on ne parle plus. Mais pas parce qu'on ne parle plus qu'ils vivent dans une paix. Mais tu vois ce que je viens de dire là? Moi, je le vois comme une situation d'idéologie occidentale de quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds là-bas, qui ne le sait pas, puis que instinctivement, je vais dire qu'il n'y a pas de gens qui meurent aujourd'hui. Pour moi, il y en a. Oui. Mais c'est ça. Mais tu vois, en Irak, c'est pareil. Mais sauf qu'on a... C'est comme, OK, on le banalise parce que ça n'affecte pas les gens occidentaux, mais c'est un fait indéniable. On a parlé pendant, je ne sais pas, 1 an ou 2 ans, c'est bon. On ne va plus entendre, on va passer à l'autre chose. Il y a tellement de misère dans le monde que... Mais tu vois, moi, en tant qu'occidental, ma façon de penser est suggérée par les médias, puis je suis conditionné à croire qu'il n'y a pas... Mais c'est peut-être pas une troisième guerre mondiale, mais... Depuis la Deuxième Guerre mondiale... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il prend. Je pense qu'il y a chaque jour, il y a autant de gens qui meurent à cause des conflits. Et si tu fais le somme de tout, je ne pense pas qu'il y ait moins que... Sauf que s'il y a des morts d'un côté, qu'il y a moins d'accès à diffuser leur réalité. Ouais. Mais ça ne veut dire pas qu'il y a moins de conséquences humaines. Oui. Alors, je suis d'accord, mais la Syrie a complètement été détruite, là. Oui. Puis l'Irak... Et par exemple, Afghanistan, il n'est pas encore s'arrangé. Tous les jours, il y a des choses qui arrivent. Mais on ne parle plus parce qu'on a marre, parce que ça embête notre petit confort de tous les jours. Mais c'est ça, oui, mais exactement. Mais c'est comme avant l'accident de l'avion qui arrive. Ouais. Il y a 2 mois de ça. Il y avait à peu près 1500 morts en Iran. Mais on ne parle pas de ces gens-là. C'est parce qu'ils n'avaient pas
maintenant, je trouve que c'est très bien quand on parle. Mais je trouve bizarre quand on ne parlait pas de les autres. Qu'ils avaient, si tu vas aller voir leur profil ou leur démographie ou leur réalité de la vie, c'est moins passé sur les médias sociaux. Mais sauf que je pense qu'ils avaient le même profil. Sauf qu'on ne le voit pas parce qu'ils n'ont pas de voix. Puis moi, je vois que personnellement, moi, j'ai pas conscience de tous les détails et tous les événements tragiques sur la planète. Mais en fait, si tu peux être... Quand je peux, je le diffuse. Quand je le vois arriver, je le dis. Mais je pense que si tu veux être au courant de tout, je pense... En fait, c'est mieux de ne pas être au courant de tout parce que c'est tellement... Moi, à un moment donné, j'ai arrêté d'écouter l'information parce que j'étais vraiment pas bien. Oui, exact. Ah non, c'est fatigue. Je regarde beaucoup de ces nouvelles-là, puis je regarde beaucoup de documentaires, puis j'essaie de m'informer, puis ça fatigue. C'est fatigant de voir la tristesse, puis ouais. Je me pose des questions, qu'est-ce qu'on fout sur la Terre, ça... Oui. Oui, hein, c'est vrai que c'est rendu complètement dingue à ce niveau-là, où c'est qu'on... Tantôt, en vue de discuter aujourd'hui, je voulais pas nécessairement qu'on tombe dans des trucs trop politiques, mais je me suis quand même informé, puis je suis tombé sur un documentaire de Vice, qui est un média américain qui se veut indépendant, mais je sais pas exactement qui est derrière tout ça, donc on prend ça... Avec un pinceau. Mais eux, ce qu'ils disaient, c'est que depuis que les États-Unis ont quitté l'Irak dans les environs de 2014, ils ne savaient plus quoi faire, donc ils sont partis, ont quitté l'Irak, puis depuis ce temps-là, l'Irak ont eu besoin d'aide pour contrer l'arrivée des... Daesh? On n'a pas besoin de tomber dans la politique, mais je veux juste... je vais prendre une gorgée d'eau avant. Ça vaut une gorgée d'eau. Pour contrer l'arrivée des... je pense que c'est Daesh. Des sunnis. Là. Oui, c'est Daesh. Daesh. L'État islamique. Puis justement, Soleimani, lui, était contre eux. Dans le fond, il avait empêché qu'ils s'amènent vers l'Irak, d'après ce que j'avais compris, à moins que je me trompe. Là. On tombe dans la politique, on n'a pas besoin d'aller là. Mais juste Je sais pas. Cette histoire-là, c'est très, très compliqué. Ouais. Parce que ça veut dire qu'il y avait l'histoire de Syrie aussi qui ne devait pas arriver comme ça. En fait, j'ai l'impression que tout le monde ça veut dire règle leur compte en Moyen-Orient. Et c'est comme des contrôles des choses, il est hors de notre... Maintenant, on peut rien contrôler. C'est comme les Américains, ils règlent leurs problèmes là-bas, avec la Chine et la Russie. Ouais. C'est comme il y a... C'est la guerre froide qui continue, là. Oui. Ouais. Mais sauf que c'est les gens d'ailleurs qui payent le prix. Oui, exact. Qu'ils ont, en fait, c'est ça. En anglais, c'est proxy wars, là. Ils servent de d'autres pays pour faire leur guerre, puis... Mais qu'est-ce qui pourrait arriver s'il y avait plus de pétrole? Si le pétrole n'était plus la ressource principale, il n'y avait plus de plastique à fabriquer, les voitures ne fonctionnaient plus au pétrole. Si le pétrole devenait une ressource qui pouvait être utilisée, mais qui n'était pas principale et qui ne causait pas de guerre, il y aurait sûrement une autre chose qui deviendrait la chose principale qui causerait des guerres. Puis je ne sais pas ce que ça peut être. Je tiens de l'eau en ce moment, là. Mais... c'est inévitable parce que c'est humain de vouloir faire de la guerre puis de dire moi j'ai la ressource, c'est à moi puis t'en auras pas, puis c'est quoi l'objectif de ça? Oui, je pense que c'est humain. Si tu regardes c'est comme si tu regardes les dirigeants de certaines compagnies. En fait, je pense que la richesse du monde entier, il appartient à... Quand il donnait le chiffre, c'était un truc surprenant. Par rapport à quelle richesse richesse mondiale. Ouais. Ça appartient à, je sais pas, 20 groupes ou 20 personnes, un truc comme ça. Ah ouais, Je me souviens pas le chiffre, mais quand je l'ai vu, c'est surprenant. C'est comme, même ici en Occident, on est piégé, mais autrement. On a certains droits, donc on le sent pas, mais c'est pas normal que toute la richesse du monde appartienne à 20 groupes et la classe moyenne devient de plus en plus pauvre. Exact, je suis d'accord avec toi. Tout à fait. Mais vu qu'on a un léger confort, on ne se pose pas de questions pour le moment. Mais ça ne veut dire pas que si on ferme notre gueule, on va avoir ce confort-là pour toujours. Ah non, tu as raison, la classe moyenne a disparu. Hein. Les États-Unis, leur richesse depuis les années 70, elle diminue. Là. Ils ont vraiment un problème de l'inflation. Je ne sais pas comment ils vont corriger ça. En fait, oui, mais c'est comme la richesse qui est à portée de tout le monde. À crédit. Oui, ça diminuait.
Mais il y a des gens qui devenus super riches, qui étaient... Il y a une différence de classe sociale qui est créée. La vraie richesse, dans le fond, c'est la culture, c'est l'art, c'est le savoir, c'est la science. La science amène le savoir, mais le savoir, c'est vraiment le... Mais malheureusement, je dois te dire que même avec ça, on a des problèmes. Parce que ça devient une technologie qui est convoitée par des nations qui se l'approprient et qui s'en servent. Non, même pas ça. La façon générale qu'on pense, c'est comme... Moi, je peux te parler de côté plus scientifique parce que je connais mieux la réalité du domaine. Mais c'est comme... Il n'y a pas beaucoup d'argent pour mettre en ça. Comme je te disais, on a commencé à avoir la culture de fast-food. Pourquoi un projet de recherche arrive au point final, tu dois investir beaucoup d'argent dans le temps. Mais sauf que le retombée visible, c'est pas tout de suite. Donc, tu peux pas l'utiliser pour la prochaine élection. Tu vois? Donc, c'est moins intéressant d'investir là-dessus qu'aller construire, je sais pas, un bâtiment ou une école. J'ai pas de problème avec ça. Mais sauf que c'est ça. C'est comme on cherche plus de retombées visibles que quelque chose qui va marcher dans le temps. Long terme versus à court terme. Toujours beaucoup fast food, comme tu dis, junk food, c'est à court terme, c'est des solutions court terme, c'est vraiment des choses souvent pour colmater des problèmes, des brèches, des problèmes qu'on a causés à cause justement de cette idéologie, de cette façon de penser-là. Même si tu regardes la façon de penser des compagnies, par exemple des grosses compagnies pharmaceutiques, tu vois leur culture a beaucoup changé. Ils investissent beaucoup moins en recherche. Il essaye de le contourner parce que c'est la partie qui mange plus d'argent. Donc, il essaye de peut-être investir plus sur le marketing ou des trucs comme ça. Là, tu me fais penser à Mercadire avec ce qu'il avait proposé pour les médicaments qu'il voulait avoir justement évité qu'au Québec, on soit dans une situation comme aux États-Unis où eux... Ils vendent les pipènes pour je sais pas combien de centaines de dollars versus ici, tu peux l'avoir moins cher, mais lui, ce qu'il proposait, c'était... c'est un truc national. Québec Pharma, je pense. Oui, je l'ai vu dans ce contexte-là. Il est passé à la faculté pharmacie. Ah oui, il est allé à votre faculté pour... Pharma Québec, excusez-moi. Oui. C'est ça me fait penser à ça, à Mercadire, Pharma Québec, ce qu'il avait proposé, puis... Mais ça, probablement, ça marche pour le produit générique. Mais ça, il faut attendre 30 ans avant que le produit soit devenu générique. Parce 20 ans, je pense. 20 ans? OK. Oui. Parce que tu dois attendre un certain nombre de temps pour que la compagnie qui a le brevet maintienne le monopole. Là, mais, que le monopole tombe. Exact, oui. Mais c'est une belle idée, ça. Moi, je connais peut-être pas assez ça, mais je trouve ça excellent comme idée à Mercadire, Pharma Québec. Là. Mais après, ça serait compliqué au niveau de gestion. Ah ouais? Parce que si tu l'amènes ça, c'est comme beaucoup de compagnies c'est comme si tu amènes un modèle qui était par exemple, Russie, ex-Russie, il y avait beaucoup de compagnies qui étaient publiques, mais ça marchait moins parce que, en fait, je pense que toujours tu dois avoir un cycle de circulation de l'argent pour que les gens se seraient motivés à quand même de travailler. C'est comme les écoles ou les universités en France où c'est l'accessibilité... On n'a pas besoin de payer, mais il y a une répercussion en ça où c'est que les étudiants vont y aller, mais ils vont lâcher plus fréquemment. Là, je dis des choses, là, c'est peut-être pas exactement vrai ce que je dis là, mais... je pense pas que c'est... Ce phénomène-là est... Mais même ici, je pense que c'est pareil. Mais vu que les nombres des gens qui vont à l'université là-bas, c'est plus élevé. Les drop-out, quote-unquote. C'est ça. Les nombres des gens qui abandonnent, c'est plus élevé. Mais je pense que ça, c'est normal. Parce que quand tu commences... Est-ce que quand tu as commencé l'université, tu savais qu'est-ce que tu voulais faire? Moi, je parlais à l'université. J'ai arrêté au cégep. OK. Mais j'aurais aimé y aller. Puis j'aimerais y aller. Puis je pense peut-être l'histoire ou une science quelconque. Surtout probablement l'histoire. Excuse-moi, je divague, là. Mais non, je suis pas allé. OK. Mais moi, quand j'ai décidé d'aller à l'université, je savais qu'est-ce que je voulais faire. Voilà. J'avais aucune idée c'est quoi la chimie. Je vais aller essayer. Mais c'est probablement pourquoi que statistiquement, c'est ça qu'on jasait tantôt, qu'en Iran, les femmes c'était 60% que c'était des femmes. C'est des femmes qui vont étudier. Oui. Tu sais que tu dois être beaucoup plus fort et beaucoup plus tough qu'un homme pour arriver à quelque chose. Pour ça, je suis assez fière des femmes iraniennes. Ouais. On est assez combattants et je pense qu'on est sur bonne voie pour trouver notre place dans la société. C'est vrai que les femmes iraniennes sont fortes, hein?
Je veux pas dire que les hommes ne le sont pas. Là. Non, mais ils sont plus favorisés. Oui, donc les femmes doivent se forcer davantage. Et quand tu sors de ce milieu-là, que c'est plus favorisé, qui favorise plus les hommes. Moi, j'ai une collègue, elle est super forte. Et si elle va obtenir quelque chose, c'est sûr qu'elle devait l'obtenir. Son prof était étonné. Il dit « Waouh, elle est vraiment tough ». Je dis « Oui, c'est normal parce qu'on doit battre pour obtenir quelque chose. On n'a pas le même droit. » donc. Je crois que c'est ça que la planète a besoin. C'est vraiment que les femmes puissent maintenir des situations de pouvoir dans des gouvernements puis qu'il y ait vraiment une approche je pense qu'il devait avoir davantage des femmes pour... Je pense qu'il devait avoir un équilibre. Moi, ça veut dire... non, c'est certain, oui. Mais qu'est-ce que... C'est dans quel pays? C'était la Finlande ou la Suède? Ou c'est un gouvernement que c'était toutes des femmes qui étaient vraiment à la tête, là? C'est possible. Et ils sont très jeunes aussi. Ouais, dans la trentaine, ça, c'est excellent, ça. Je pense que c'est en Finlande, j'ai vu la photo. Pour moi, c'est idéal. On arrive à un jour qu'on voit la personne comme il est et pas relié à son sexualité. Je sais pas si c'est à cause de la testostérone qui fait que les hommes sont un peu plus impulsifs puis vont prendre des décisions un peu moins réfléchies versus les femmes qui vont... Non, si ça te dérange pas, moi je pense que c'est plus l'éducation. Parce que comme, par exemple, si tu prends les modèles de femmes ici qui sont plus... ça veut dire actuellement, ils ont plus facilité de s'exprimer. Et tu le compares même avec l'Europe. Quand j'étais en France, tu voyais la façon que les garçons présentaient, la façon que les filles présentaient. C'était pas pareil. Le garçon, il venait avec beaucoup de confiance. C'est comme son anglais est parfait, mais son anglais était pourri. Et la fille, son anglais était vraiment pas mal. Et elle était stressée, elle avait peur. Mais je pense que c'est l'image que la société donne à... Et c'est pas juste un seul cas, c'est comme ça revenait. Ouais. Donc probablement, c'est l'image qu'on... Mais parce que jusqu'à maintenant, statistiquement, là je fais une généralisation ou peut-être pas, peut-être que c'est un fait indéniable, mais les hommes ont toujours maintenu le rôle de alpha, ont toujours été ceux qui étaient les dirigeants, ont été ceux qui ont... Dans toutes les cultures, je veux dire, les Romains, eux, les femmes étaient des second-class citizens, avaient le même statut que les esclaves, les Grecs, c'était la même chose. Ensuite, c'était quand Rome a tombé, c'était autour des tribus germaniques qui ont pris le contrôle, puis eux, c'était la loi salique, c'était le Mund, c'était les hommes étaient principalement en charge, les femmes n'avaient pas le droit. Il y a seulement que rendu les Anglais avec la religion orthodoxe où, à ce moment-là, les femmes ont commencé à avoir plus de place. Puis, Mais je pense que la réalité de l'époque... Ça veut dire, biologiquement, ça favorisait les hommes parce qu'ils avaient plus de force physique que les femmes. Donc, ça vient de là, hein? Ça vient de cette espèce Mais maintenant, la réalité est changée. On n'a pas besoin de force physique pour... Exact, Ce que tu as besoin plus, c'est l'intelligence. Je pense que si on passe un test de statistiques sur la population du monde, je pense qu'on va tomber sur des trucs 50%, 50%. Je pense pas que l'intelligence est reliée à la sexe. Mais les femmes ont une intelligence émotionnelle qui est plus avancée, là, je pense. Là. Peut-être à cause de la testostérone qui vient déranger les jugements émotionnels que les hommes peuvent avoir, mais les femmes sont beaucoup plus réfléchies, aussi peut-être à cause de leur rôle dans la société qu'ils étaient... Je suis pas sûre que c'est un phénomène biologique. Peut-être qu'il y a un rôle, mais je pense que c'est plus la façon... Ben, c'est dans le sens de rôle dans la société qui est... C'est comme ils étaient mères, c'est comme c'est eux qui étaient, au point de vue sentimental, c'était le centre de la famille. Les hommes, ils étaient toujours absents. Oui. Donc, c'est un petit peu normal c'était normal qu'ils fonctionnent comme ça. Mais c'est pour ça que je trouve intéressant l'idée que, admettons, comme en Finlande, où c'est que le gouvernement soit des femmes principalement, il y a quelque chose à essayer. Puis moi, je suis pas sûre que si tu l'amènes ça dans une autre époque, dans un autre contexte, les femmes, ils comportent pareil. Certainement qu'il y en a eu des femmes qui ont été très méchantes dans l'histoire humaine, admettons en France, quand justement les chrétiens ont réprimé les orthodoxes qui voulaient s'installer en France au 16e siècle. C'était Marie de Médicis, elle a écrasé elle a amené cette violence-là qui a eu lieu en France. Je vais trouver l'événement, parce que je m'en souviens pas. Je pense que c'est plus l'éducation que... Moi, je me souviens quand j'étais enfant, il y avait une phrase que je trouvais ridicule. Si un petit garçon pleurait,
on disait, les hommes, ils pleurent pas. Moi, je comprenais jamais ça. Ça veut dire quoi, les hommes pleurent pas? Ils ont pas de sentiments? Ils ont pas de... Moi, j'aime ça pleurer. Ça fait du bien. C'est le fun. Je trouve que c'est... Mais ça, c'est agréable de pleurer. Ça fait du bien. Puis même toutes les vidéos que j'ai vues dans les derniers jours, j'ai eu la larme à l'œil à chaque jour en pensant à ce qui s'est passé. Mais sauf que ça veut dire ils formatent les jeunes garçons je sais pas, c'est stupide qu'on fera. Ça veut dire quoi, les hommes pleurent pas? Ben, l'homme, il faut qu'il soit fort, il faut qu'il soit le chasseur, il faut qu'il soit le C'était comme alpha, ça. Il doit être celui qui va... Oui, mais power, dans le contexte musclé, actuel, c'est ridicule. Ouais, ça l'est. Ça veut dire, Ouais. pour moi, c'est comme ça. Moi, je pense que c'est à cause de l'éducation qu'on donne aux filles ou aux garçons, qu'on a cette sorte de... Mais je pense que les hommes dans les autres contextes éduqués pareil que les filles peuvent avoir des mêmes comportements. Puis, ouais. Moi, ce qui m'avait déçu un peu de Hillary Clinton, c'était quand la France ont tué, sont rentrés pour aller enlever Kadhafi. Mm-hmm. Puis il a été tué d'une façon horrible. Puis elle, ce qu'elle a dit, c'est « We came, we saw, and he died ». Mm-hmm. Ça, c'est épouvantable. Là. Tu veux jamais la mort à quelqu'un. Quand quelqu'un va dire « Moi, ça me dérange pas que lui soit mort », là, mais c'est pas normal, là, de vouloir que quelqu'un soit mort, là, surtout pour des chrétiens, là, que supposément les États-Unis, c'est des born-again Christians, là, puis que tu veux la mort à quelqu'un, ben, excuse-moi, mais retourne à ton église puis va lire ta Bible, parce que de vouloir la mort à quelqu'un, c'est non. Moi, ça m'a tellement déçu de cette personne-là. Je croyais que Hillary Clinton allait être la présidente, la première femme présidente, mais quand elle a dit ça, j'ai fait « Aïe, 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 qu'est-ce que c'est que ça? » Je vais aller... On parlait de bande dessinée l'autre jour. Je vais aller chercher la bande dessinée parce que je voulais faire une référence à la reine. Ben, pas la reine, mais la... Parce que j'ai pas dit la bonne personne. J'ai dit Marie de Médicis, mais c'est pas elle du tout. Je m'excuse. C'était au 16e siècle, mais je me suis trompé. C'était Catherine de Médicis. Puis ça, c'est vraiment une belle bande dessinée. Les dessins sont vraiment beaux. Mais Catherine de Médicis, elle, ses fils n'avaient pas été à la hauteur des rois français à l'époque. Puis ses fils, c'est ça, soit qu'ils n'étaient pas à la hauteur ou tombaient malades puis décédaient. Il y en a un qui est mort d'une infection des oreilles. Puis elle a dû prendre le contrôle puis essayer de maintenir l'ordre en France à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'était vraiment le conflit qui se passait entre la religion chrétienne... orthodoxe et les catholiques? Ouais. Les protestants et catholiques. Exact. Puis, ouais, j'ai dit orthodoxe tantôt, excuse-moi. Non, c'est protestant. Protestante, puis... si jamais vous voulez lire quelque chose, ça, c'est vraiment une belle bande dessinée qui est vraiment bien illustrée, puis ça a été écrit par des historiens, fait que c'est proche de la réalité. Dans l'idéologie salique des germaniques français, c'était la première, je crois que c'était la première femme qui avait vraiment une situation de pouvoir, puis... excuse-moi, Marie de Médicis, là. C'était pas Marie de Médicis, c'est Catherine de Médicis qui était sa mère, que je vais... faut absolument que je mentionne l'événement qui a eu lieu quand les catholiques ont tué les protestants, mais ça, c'était le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc, c'est ça, Catherine de Médicis, elle avait contribué à quelque part. Elle avait essayé de l'empêcher, mais inévitablement, les catholiques puis les protestants en sont venus au massacre là, de la Saint-Barthélemy, où c'est que les catholiques ont massacré les protestants, là. Mais on divague, et c'est normal, c'est un podcast. C'est vrai qu'on pourrait parler longtemps. Hein? Ça fait 2 heures qu'on parle. Ouais, va falloir... ça se peut-tu, ça? Ouais, il va falloir... dans le fond, ce qui est important dans tout ça, puis la quête humaine de faire des bandes dessinées ou de propager l'information, puis de dire aux autres quoi ne pas faire aujourd'hui. En regardant l'histoire, il y a moyen de comprendre quoi ne pas faire. Pourquoi c'est autant difficile? Je pense qu'on a des mémoires courtes. Ouais. La mémoire courte, ouais. Non, c'est ça dans la réalité. Parce qu'on fait les mêmes erreurs qu'on a fait il y a... C'est comme, on dirait que c'est un cycle. Oui. On est en train de... Je sais pas, on est à combien de tours, mais on répète la même chose de différentes manières. Ben c'est quoi, une génération... Mais l'autre problème, l'histoire,
Toujours, il y a un proverbe qui dit l'histoire était écrite par les gens qui sont gagnés. Par les vainqueurs. C'est ça. Mm. Donc, je pense qu'on ne sait pas toute l'histoire. C'est comme si tu prends le livre de l'histoire que mes parents, ils ont lu à l'école. Et tu cherches ce que moi, j'ai lu dans l'école. C'est comme l'histoire ne se passe pas dans le même pays. Ouais. C'est vraiment dingue. On dirait qu'on a la peur de se regarder. Avec la raison. Ouais. Moi, si je retourne ça veut dire... Je sais pas, si à notre époque, je reviens à ce que notre génération a laissé sur la Terre, je pense que je vais avoir honte. On fait des erreurs. Moi, je fais des erreurs. C'est de se regarder, puis de s'ajuster, faire de l'introspection, puis de permettre aux autres de faire des erreurs, puis d'amener une hypothèse, de le transformer en théorie, puis d'inviter les autres à vouloir participer à cette théorie-là, puis à faire des ajustements, puis à amener ce concept-là à un niveau où c'est que ça peut bénéficier à d'autres gens, puis aider d'autres gens à soit guérir des maladies ou à évoluer, puis à partager cette information-là, puis de pas mettre un prix dessus, comme l'épipène, puis de le vendre pour faire un profit. C'est de donner accès, comme Jonas Salk avait fait dans les années 50 pour la polio. Lui, son vaccin, il l'a trouvé, puis il a dit, je peux pas vendre ça. Il y a du monde qui meurt de la polio, je dois le donner aux gens. Puis... Oui, mais ça demande une volonté publique ou comment? Parce que moi, je peux te dire, le coût qu'on investit en recherche, on devait, même si on ne pense pas en manière monétaire, on devait être sûr qu'il y a une ressource qui rentre pour qu'on le remplace pour continuer. Soit le gouvernement au point de vue public, il devait investir là-dessus, soit il faut trouver une autre alternative. Parce qu'il faut trouver du financement. Mais tu n'as pas le choix parce que c'est comme tu as besoin de matériel, tu as besoin de... À moins que tout le monde, qu'on retourne en arrière et tout le monde fonctionne avec échange matériel. C'est ça, on a besoin des ressources pour avancer. Par exemple, ceux qui sont en recherche pharmaceutique, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas de sens que les gens qui n'ont pas de l'argent meurent parce qu'ils n'ont pas d'accès au traitement. Exact. Mais c'est ça, on a besoin de volonté publique pour travailler sur ces points-là, pour que tout le monde ait accès à au moins des trucs basiques. Oui, parce que ça n'arrivera jamais aux États-Unis, parce que ça, le communisme de communauté, puis de partager du savoir avec d'autres gens qui ne sont pas nécessairement dans le même groupe ou qui partagent, c'est pas des amis, ou le socialisme, non, les États-Unis, ça... Parce que c'est peut-être, on s'éloigne, là, mais... Mais moi, je trouve, comme tu dis, c'est normal, surtout dans un pays riche comme aux États-Unis. C'est pas normal que les gens meurent à cause qu'ils n'ont pas d'accès aux médicaments ou aux traitements. Tout à fait. Il y a tellement d'exemples de ça, là, de gens qui sont morts à cause de ça. Ils ont leur richesse. Donc, ils peuvent... Mais comment qu'on rentabilise la décence humaine, tu sais, que c'est une valeur en tant que telle d'être décent puis d'avoir une belle morale de vouloir aider les autres. Mais moi, j'étais étonnée quand... C'est comme... Un pays comme la France qui est socialiste, que au moins le soin de santé, la plupart maintenant, ils sont en train de couper aussi. C'est couvert par le gouvernement, versus aux États-Unis qui a autant de richesse. Mais je pense que les gens aussi sont plus égoïstes. Globalement, ils ne veulent pas partager. C'est ça le problème aussi. Moi, j'écoutais les discours des gens pro-Bush à l'époque. Ouais. Ils disaient, on n'a pas besoin de soins santé gouvernemental. Si on tombe malade, on paye nous-mêmes. Ils veulent se débrouiller soi-même ou eux-mêmes? Ou... C'est comme ils ne veulent pas participer, parce que peut-être au début, tu dois participer, tout le monde profite. Ah, OK. Mais ce n'est pas sûr que tu as besoin. Tu vois? Ce n'est pas un investissement de valeur sûre. OK, je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est encore, on tombe sur le truc quand les gens, ils ont une vision trop à court terme. Court terme, ouais. Junk food, court terme. Oh my God. Tu sais, comme le healthcare en ce moment que Bernie Sanders essaie de présenter, puis le monde a l'air d'être d'accord, puis ils l'applaudissent quand il en parle, mais comment veux-tu m'expliquer que ça prend autant de temps pour que les États-Unis mettent ça en place? Oui, mais les gens qui applaudissent, ils pensent comme lui. Mais c'est pas mal. Ouais. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde qui... Oui. Il y a beaucoup de monde qui préfère avoir l'argent tout de suite qu'investir dans le temps pour le jour qui peut-être ils ont besoin, peut-être pas. Mais on dirait qu'ils ont du mal avec l'idée que peut-être que moi je profite pas, mais il y a l'ensemble de la société qui profite.
Comme moi, en ce moment, je veux dire, s'il y avait une taxe qui était proposée par le gouvernement canadien pour transitionner du pétrole vers les énergies renouvelables, moi, je paierais 15 par mois pour qu'on construise plus rapidement les effectifs pour une économie verte. Ou moi, je serais pour, je paierais une taxe pour Mais ça. je pense qu'il y a l'autre chose aussi. Je pense, de manière générale, maintenant, les gens, ils ont beaucoup moins confiance aux politiciens, tellement ils nous ont raconté Ouais, ça. Ouais. le degré de propreté des bêtises qu'ils nous racontent, c'est différent. Dans Ouais. certains pays, c'est plus choquant, dans certains d'autres, moins. Mais je pense qu'il y a moins de confiance aussi. Pour ça, les gens, c'est comme on est devenu plus individualiste parce qu'on fait plus de confiance au système non plus. Ouais, ça. Je voyais un documentaire en France, les médecins ou les gens qui étaient dans le soin paramédical qui essayaient de contourner les barrières de l'assurance. Ah ouais. Pour gagner plus. Mais tu le fais ça quand tu n'as plus de confiance au système. Que tu vois que les gens qui dirigent, ils sont tous en train de voler très proprement. Et toi, tu n'arrives pas à comme, organiser ta vie pour avoir une vie, on peut dire, décente. Donc, tu deviens un pirate, un hacker, tu essaies de déjouer le système pour pouvoir... Parce que tu n'as plus de confiance. Ouais. Maintenant, tu es déprimé. Ouais, c'est ça. Je suis en train de regarder la réalité en face. Je suis en train d'avoir un regard objectif de la race humaine. Puis, ces derniers jours, j'ai vu beaucoup de... Je m'inquiétais honnêtement de tout ce qui allait potentiellement se produire. Puis même encore, je m'inquiète. Puis... Mais je vois les gens qui sont tristes, puis qui se rallient, puis qui ont une compassion pour les familles, puis les gens qui sont décédés dans le crash de l'avion. Puis ça me donne espoir de voir qu'il y a de la compassion. C'est vraiment... Mais c'est bien de l'avoir tous les jours et pas juste dans les moments critiques aussi. Ça, c'est vrai, ouais. On peut pas finir là-dessus. Le mot de la fin, c'est comme... Ah, c'est... À la fin, tu peux mettre une musique comme ça. Ouais, on va danser, ouais, c'est ça. Non, mais je garde espoir. Moi, je vois les choses positives. Je vois l'énergie des gens. Je vois souvent le positif, certainement avant le négatif. Puis je vois le potentiel. Je vois les belles choses. En fait, j'ai pas vu négatif. Je dis... Mais ça serait encore plus cool que les gens... Ouais. Par exemple, les gens qui étaient dans l'avion, peut-être... Qui seraient pas morts, là. Oui. C'est sûr. Mais c'est parce qu'on est humain, on est dans cette réalité-là de thermodynamique où c'est que tout a une fin, puis les paramètres sont là, puis on n'a pas le choix de vivre dans cette réalité-là. Puis c'est un peu tragique, c'est un peu... Ça me traumatise d'être dans cette réalité-là où c'est qu'il y a le bien et le mal. On revient au zoroastrianisme, là, mais il y a une réalité du bien et du mal, puis on a des décisions à prendre en tant qu'être humain. Puis est-ce que je prends le chemin facile ou est-ce que à chaque jour, je me force à aller m'informer, puis à m'éduquer, puis à éduquer les autres, puis à inviter les gens à participer ensemble, puis à ne pas avoir peur? Moi, je trouve que c'est dommage qu'on a besoin des moments tragiques pour que les gens ils se rassemblent. On peut le faire sans ces moments tragiques. Oui, c'est vrai. Mais il y a des... C'est ça. Mais comme on parlait tantôt, le lac mégantic, je vous disais, c'est des choses qui se produisent parce que, pour ceux qui ne le savent pas, cet événement-là qui est arrivé, cet événement tragique-là du lac mégantic qui est arrivé il y a quelques années, c'est un train plein de pétrole qui est rentré à toute vitesse en pleine nuit dans le lac mégantic puis qui a explosé, puis il y a eu plein de morts, mais tu vois, ça, c'est incontrôlable. Mais à ce moment-là, ça a poussé les gens vers de reconnaître le danger de ça, d'avoir un train qui passe dans un village ou dans une ville, mais il y a aussi l'idée du pétrole qui est une ressource qui cause plein de douleurs et de guerres. Et puis, ça a été vraiment Oui, mais je pense que ça rassemblait aussi c'est comme les gens... C'est rassembleur, oui. Oui. C'est comme il y avait des familles qui étaient touchées juste dans cette région-là, mais à travers tout le Canada et tout le Québec. C'est comme c'est devenu, pendant des semaines, c'était le sujet de discussion. Les gens, ils avaient des sentiments d'empathie et tout ça. Ouais. Donc ça... C'est beau avoir l'empathie. Moi, la compassion, l'empathie, le respect des autres, puis le besoin de rejoindre les autres, de comprendre leur douleur, puis de
les appuyer puis de les aider, là, ça, c'est vraiment à la base de l'être humain, de ce que moi je vois, puis ce sur quoi je m'accroche, puis qui me donne espoir qu'on va réussir à régler beaucoup de problèmes qui ont l'air insurmontables en ce moment, mais qu'avec ça, la compassion, je pense qu'il y a moyen de s'en sortir. Puis de... Mais il y a un autre exemple, peut-être juste rapidement. Oui. Tu te souviens quand il y avait le décret de Trump pour qu'il y a 6, je pense, citoyens de 6 pays, ils n'ont pas plus le droit d'entrer aux États-Unis. Et tu vois les nombres des gens qui se déplaçaient dans les aéroports pour dire ça, c'est pas possible, c'est contre les valeurs humaines. Ah ouais. Moi, quand j'ai vu ça, ça me faisait pleurer. C'est comme les gens qui ont... Ça veut dire, c'est pas dans leur intérêt personnel. Mais juste, ils défendent une valeur qu'ils pensent que c'est important. Que tu n'as pas le droit d'éliminer quelqu'un parce qu'il a certaines nationalités. Oh, ça veut dire, au fond, on peut garder l'espoir parce qu'il y a des gens qui prennent action puis qui veulent... Qui prennent action pour protéger leurs valeurs. C'était vraiment, si tu regardes ce qui s'est passé dans les aéroports, c'était vraiment le nombre des gens qui sont... C'est comme pas travailler ce jour-là pour se déplacer, pour contester que la nationalité des gens, c'est pas une bonne manière de leur juger. Moi, je pense que c'est comme quelque chose, c'est rassurant à voir, à mon avis. Puis ce que Trump a imposé justement à l'Iran pour les vols directs au Canada ou aux États-Unis, ça justement, c'est lié au vol 752, dans le fond. Si les gens étaient en mesure de prendre un vol direct jusqu'au Canada, il n'y aurait pas eu à passer par l'Ukraine, puis il y aurait eu moyen d'éviter cette catastrophe-là. Là. C'est la réalité. Faut y faire face, puis... J'espère qu'à travers ce podcast-là qu'on vient de faire, ça l'a amené un peu de positif. Mais est-ce qu'il y a des choses que tu voulais promouvoir? Est-ce qu'il n'y avait pas d'événements ou des choses... Non, OK. Mais on se reprendra pour un autre podcast. Ça a été vraiment intéressant. J'étais content de pouvoir discuter avec toi, Soudé. Puis on se reprend quand tu veux. On parle d'histoire, de science, d'art. On n'a même pas parlé de ta musique. C'est vraiment... Il n'y a pas un événement musical qui s'en vient que tu veux promouvoir ou peut-être une vidéo si les gens veulent aller voir ta musique ou est-ce que c'est quelque chose que tu veux promouvoir ou peut-être aller voir Soudé en train de jouer du DAF? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux faire? La qualité de son, il n'est pas hyper... c'est pas bon? On l'a fait avec un caméra de... Mais c'était bon ce que tu m'avais montré. Le son était quand même bon. On pourrait peut-être... Oui. Tu m'avais envoyé 2 vidéos. La première... Je ne sais pas lequel le son était. Il y en a un qui est professionnel. On va finir sur le podcast avec ça. Au moins, il faut que les gens aillent voir ta musique. Ça n'a pas de sens si on en parle, mais on n'en a même pas parlé. C'est fou. Ça n'a pas de sens. Donc, c'est sûr, on ne pourra pas le montrer au podcast parce que YouTube, je pense pas qu'ils permettent qu'on écoute des vidéos en direct. Je peux montrer certaines images momentanément, mais en gros, si vous voulez aller voir la prestation, le nom de la vidéo, c'est Leader of Caravan, le chef de la caravane. Et c'était fait pour 700e anniversaire de Rumi. Et pour les gens qui sont intéressés à voir un petit peu son philosophie, c'est comme un petit peu dans le contexte des choses qu'on a parlé. Oui, lui, c'est un poète... Un poète iranien, mais quelqu'un qui pensait à peut-être paix internationale ou communication internationale. Donc, pour les gens qui s'intéressent à cette philosophie-là, ils peuvent aller le regarder. La musique ou la poésie était des paroles de Rumi ou est-ce que lui était le musicien ou est-ce que c'était une musique? Non, c'est la parole qui est là. Et oui. la musique qui était composée par M. Siamak Nasr, qui habite à Montréal. Ah oui? Lui, est-ce qu'il est connu à Montréal? Ah oui? Du tar, il joue du tar. Oui. Est-ce que tu sais si lui a un site Internet? Donc, toi, tu as collaboré avec Siamak Nasr sur ce projet-là? Oui. Mais ce que je veux dire, il y a une grosse communauté artistique actuellement des Iraniens qui ont immigré au Canada, qui essayent de promouvoir la culture musicale iranienne et également collaborer avec les autres personnes pour trouver un langage commun. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Par exemple, il y a une autre personne qui s'appelle... Tu veux que je donne son nom? Oui, si tu veux. Il s'appelle Bashir Faramarzi. Je n'ai pas collaboré, mais je le connais de loin. Et ce que je trouve intéressant, c'est comme il
essaye d'amener les cultures musicales d'ici aux musiques classiques avec la musique iranienne. Ah, wow. Créer une sorte de dialogue. Ah. Et moi, je suis pour ça. Ah, c'est excellent, ça. Donc, lui, est-ce que tu veux juste mentionner c'est Bachir Farahmandi? Oui, Farahmandi. Farahmandi. Oui. Il joue son instrument principal, c'est santour. Et il y a une vision probablement plus moderne de musique iranienne et une vision pour partager des musiques, ça veut dire combiner les musiques du monde. Intéressant. OK. Bachir, B-A-S-H-I-R, trait d'union, F-A-R-A-M-A-R-Z-I.com. Je te remercie beaucoup, Soudé. Merci encore une fois si on se reprend quand tu veux pour un autre podcast. Puis, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Hey, puis on n'a même pas parlé de la tempête. J'ai même pas mentionné le courage que t'as de t'être déplacé dans une tempête québécoise de fou. Je me faisais rire quand je voyais ça. Je dis, quand même, il est québécois. Ah, moi, je suis allergique à l'hiver. Je dis, il me propose même pas d'aller mettre mon nez dehors pour voir est-ce que je peux sortir ou pas. Ah oui, je te l'ai dit, ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu vas pas venir... Je comprends, je ne vais pas être fâchée. Je dis, je peux essayer, peut-être que je peux. Peut-être que je peux pas, mais j'ai pas encore essayé. Oh my God, non, moi je suis allergique. Moi j'ai un point positif, j'essaye, après je dis... Ouais. Non. Ah non, moi je regarde dehors, puis je l'ai vécu assez pour... Yes. Bon. On n'a plus envie d'arrêter.